Eh mec, abonne-toi à Gong, sinon je te pète la gueule. Les mecs, ils viennent avec leur putain de théorie de merde. Et en fait, tu creuses, il n'a rien fait, le mec. Ils ont toujours des belles phrases. Quand tu vois que le mec commence à te parler comme ça, mon ami, regarde déjà si tu as ton larve sur toi. Parce que là, déjà, il est en train de te faire les poches. Hein, et je voyais beaucoup ça au Brésil. Les mecs, ils faisaient tout, quoi. On les appelait les fâche-tout. En tant que coach, un de tes rôles, c'est de leur redonner foi en eux. Un mec qui a le potentiel, c'est mon devoir de lui faire comprendre qu'il a ce potentiel-là. C'était dur. Parce que moi, je ne fais pas 2 mètres comme Cyril, avec ma tête de toubab, comme on dit. Quand je suis rentré dans les quartiers, ils m'ont vu arriver tout maigre. Déjà, c'était chaud pour s'imposer, quoi. J'ai même mis des gants avec un mec pour justement le calmer. Ça, j'ai fait plein de fois. Toi aussi, voilà. Mais normalement, on ne doit pas le faire. Moi, le gars, je me rappelle. Ça se discute. Il y a un truc que les mecs respectent, et ça, c'est universel, c'est une violence contrôlée. Tu vas toujours avoir une partie de toi qui doute tant qu'il t'a pas démonté la bouche, tu vois. Ou en tout cas, te montrer qu'il est capable de le faire. Le gars, il voit le mur, tu lui expliques qu'il y a le mur, mais il ne comprend pas. Tant qu'il n'a pas mangé le mur. On va pas se voiler la face. Pour rentrer dans une cage et taper avec un mec qui t'a rien fait, il faut avoir un certain grain de folie, on va dire. Je dis, tu vois ce combat, c'est la fin de ta carrière. Tu t'en rappelleras toute ta vie. Avec moi, il me touche, j'arrive pas à le toucher. Alors que le mec, il fait 3 têtes de moins que moi. Mais d'un œil extérieur, tu dis, il fait de la merde là, Cyril. C'est le striker, il veut pas boxer. Moi, je dis souvent à Benoît. Des fois, Benoît, il part sur un truc. Et il a raison. Des fois, il faut laisser le mec faire aussi. Parce que c'est lui qui combat, c'est pas toi. Si tu fais la technique pure, il passe pas le grade. Il y a son poignet qui m'échappe. Il a 0 élan. Il doit avoir 10 cm entre son poing et mon visage. Il m'a fait un knockdown. J'étais par terre. Je le vois au-dessus de moi. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? J'ai fait un coin avec Sokoudjou à Abu Dhabi. Et il y avait Lopez avec moi dans le coin. Il y avait un staff, tu sais, dans le nez, tu sais. J'avais la gueule comme as. Je te jure, j'avais la tête, j'arrivais pas à parler, tu sais. Quand je rigolais, il y avait qu'un morceau de la moitié de la bouche. On a la gueule déformée. Now I feel like Russell, feel like John Morant, need a triple-double, told him check the stats, yeah I got a couple, I don't try to ball, now I never fumble, I'm the MVP, now I feel like Russell, yeah I need it now, told him on the lay, I've been moving dog, yeah I'm on the way, I don't hear the talk, don't care what they say, I don't got no patience, I can't ever wait, I've been trying to get it, running up all these digits, and I've been in the gym. I've been up doing minutes, I just put in that work. Bonjour à tous, bienvenue sur Gong. Et aujourd'hui, la fine équipe est présente, le Snake. La fine équipe du 11. Voilà, c'est ça. Qu'on prenne qui pourra. Et Daniel Voirin. Bah écoute, je suis super content. Aujourd'hui, je suis venu, franchement, j'ai mis ma chemise. Non, ça paie. J'ai fait ça juste pour toi. Ça paie grave. Beau, Et aussi pour impressionner Cyril, pour lui montrer que voilà. Je vois, regarde, en MMA. le regard plein d'admiration. Voilà, non mais je l'ai vu c'est quand vrai, je suis arrivé, il m'a vu, il m'a pas reconnu. Ouais. Tu vois. Non, c'est vrai que t'es smart, hein. Avec ton petit jean façon. Ah, non, mais on est vieux, mais on essaie de, voilà quoi. Ouais. J'essaie de toujours plaire à ma femme, quoi, tu vois. Bah. Ouais, t'as pas besoin de faire beaucoup d'efforts, je pense. Ah merci. Frère. Et Pas aujourd'hui. ça parce que je t'ai filé un t-shirt tout à l'heure. Ouais. 2. 3 en tout. Ah oui, trop. Moi alors? Je t'ai donné le t-shirt. Ouais, mais ça y est, je veux la nouvelle collection, moi. D'ailleurs, je pensais qu'il allait venir avec le t-shirt aujourd'hui. Ouais. Ah, Est-ce que tu l'as mis Non, mais déjà? il est en dessous. Je le mets tout le temps. Ah, je te ramènerai un autre. Ok. Il m'a dit qu'il dormait avec, c'est son pyjama préféré. Normalement, ce t-shirt, c'est fait pour quand tu sors avec une copine. De faire le combattant, quoi. Voilà, tu fais le beau gosse. Bon, aujourd'hui, on va parler coaching, pas mal. Ensuite, actualité. Et voilà, donc je ne sais pas par quoi vous voulez commencer. Bah, coaching, allez. Coaching. Ouais, coaching, c'est parti. Allez, coaching. Tout premier coaching, d'ailleurs. Je me rappelle même plus. Ah, Je crois que c'est c'était vrai, avec Mustapha Benatia, moi. Ouais. À Japi, je crois. Je l'avais aidé. En vrai, c'est toujours la même chose, c'est que c'est jamais toi le coach principal, tu es l'assistant du coach. Oui, Oui, voilà. Donc tu es Voilà. introduit comme ça, en fait. Voilà, Ouais, exactement. ouais, c'est C'est vrai. exactement Ouais. comme ça. C'est là que tu prends Alors, ton expérience, en fait. Oui, oui. Alors, le premier coaching où tu es master Tout coach. seul. Ouais. Ben Bah, moi, ça se fait naturellement, en fait. C'est au début, le vrai coach, il est là, et il a besoin de toi, donc il dit ouais, bah, vas-y, viens, machin, et puis t'es le pote du mec qui va combattre, vas-y, tu vas me seconder, donc toi, tu es là, tu l'aides, tu regardes comment il fait, tu regardes, tu t'en prends, tu vois,
tu prends ça comme expérience, il t'en prend note, tu vois. Et puis après, un jour, il dit, ouais, bah, moi, je suis à tel endroit en train de coacher un tel, bah, vas-y, Cyril, il y a des jeunes là qui vont combattre machin truc, et c'est toi qui pars, tu vois. Et donc, tu deviens le coach parce que le vrai coach, il n'est pas là et que C'est exactement ça. c'est toi qui as le plus d'expérience, tu vois. Et moi, le premier gros coaching que j'ai fait à Japi, c'est en boxe thaï, et l'adversaire, c'était Tchèque Congo. Ah. 2 fois. C'est Et un tu mec de coachais chez qui? nous, on l'appelait le coiffeur parce qu'il Ouais. coupait les bûches à Puto, je crois. Tu sais. Et il était un peu grassouillet, donc il avait fait un beau combat contre Tchèque. Ouais. Et je me rappelle, Mustapha Benatia était parti au ski. Il m'a dit, Daniel, tu peux gérer, vas-y, c'est parti. Ah, ça Et glisse. c'est exactement ça. Mais avant, il y avait eu, en fait, tu Ouais, suis t'es ton introduit coach. comme ça, en Voilà. fait. Ouais. Et en fait, il m'a dit, là, je peux pas, tu peux. J'ai dit, ok, je gère. Et après, j'ai coaché en équipe de France quand j'ai commencé à rentrer dans l'équipe de France de Muay Thai. Ouais. En tant que coach, on était plusieurs coachs. Mais bon, comme il y avait plusieurs combats, bah, tu apprends sur le terrain. Mais il y a une phase de. Il y a une progression. Tu n'arrives pas comme ça, Et- tu vois. Ouais, ouais. Du jour en main, le parachuter à Mais l'UFC. oui, mais non, tu peux pas. Et puis Ça, même, par c'est- contre, j'ai déjà vu ça. Ouais. Tu Oui, sais, dans quel Oui. cas, généralement, c'est un entraîneur auxiliaire. Genre un coach de jiu-jitsu. Ouais. Tu vois, le mec qui fait du jiu-jitsu, c'est toi son coach de jiu-jitsu. Ouais. Bah, ce jour-là, le vrai coach, il n'est pas là, tac, et on te dit, comme c'est toi qui connais le mieux le combattant, et on lui dit, ouais, bah, vas-y, tu vas coacher, machin. Et le mec, Ouais. il passe de presque zéro expérience en tant que coach à devenir coach principal un Ouais. combat de l'UFC. Ouais. Et ça, j'ai déjà vu ça. Ah, ouais. moi aussi, je l'ai vu. Ah ouais. Ouais, ouais. Ah ouais. Tu as vu sur quel Ah, exemple voilà, franchement, plein de fois en fait. Ouais, d'accord. plein de Non, fois. mais ça, c'est compliqué. Ouais. Parce que le mec, Parce tu que tu l'envoies vois, au feu. parce que le mec, il connaît rien, tu vois. Ouais, il bah connaît ouais. rien du tout, tu vois. Bah ouais. Ouais, c'est chaud. Surtout sur des phases, parce que le MMA, le combat, il commence pas. Généralement, Il commence pas au sol avec le mec dans ta garde, tu vois. Donc toutes les phases de boxe et tout Il y en ça, a qui machin, aimeraient. le mec largué. Ouais, il est pas complet. là. Il est pas là. Il est largué complet. Ouais, ouais. Ouais, généralement, ça s'est mal passé ou ça s'est. Il y a de tout. Ouais. Tu sais, et Daniel, il va me dire la même chose. Tu as des mecs, tu as des combattants qui ont plus ou moins besoin d'un coach. C'est-à-dire qu'il y a des mecs, tu les mets dans le ring, que tu sois là ou que tu sois pas là, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Le mec, il est naturel, machin, il a sa Ouais. forme de combat, il sait quoi mettre en place au moment où il faut le mettre en place. Ben, Cédric Doumbé, c'est ce qu'il disait, qu'il n'avait pas besoin de coach. Tu te rappelles pas de ça? Ouais, tu vois, donc il y a des mecs, Bon, il y a des mecs ça, qui ont- ça va changer en MMA, mais je parle. Ouais, Oui, ça va oui. Les changer points, en ils se MMA. sentaient à l'aise, tu vois. Ouais, ouais. Et bah moi, regarde, moi, à partir du moment où j'ai quitté la haute tension, Ouais. j'étais avec mes élèves. Ça, Hein. C'est ça. mes élèves qui étaient dans mon coin. Et les 3/4 du temps, je savais que T'es en auto-coaching. j'étais ouais. en auto-coaching, tu vois. Parce que le mec, il me donne des instructions. En plein combat, je suis en train de me dire, putain, qu'est-ce qu'il raconte celui-là, tu vois. Et ça m'est arrivé plein de fois, ça. Ouais, Tu vois. ouais. Donc, il y a des mecs qui ont plus ou moins besoin de coach. Et, Oui, ça, c'est vrai, je l'ai vu. et moi, j'ai Et été. c'est vrai que c'est plus difficile en MMA, par exemple, déjà. Bah, il faut Parce que t'as être, plus faut, de secteurs, faut avoir de l'expérience, il faut avoir de la technique, Ouais. tu vois. Plus tu as de l'expérience et de la technique, et plus tu peux faire face à des problématiques en temps réel, tu vois. Moi, à partir de 2004, j'avais plus de coach. Donc j'ai fait 2014, j'ai fait 10 ans sans coach, tu vois. Ouais. Mes coachs, c'était mes élèves. Bah oui, t'as fait tous tes combats à l'UFC sans coach. Voilà, en fait. exact. Ouais. Ouais. Et moi, je me Et, rappelle mon. et le Pride aussi. Le Pride. Oui, Au Pride, c'était aussi. mes Ouais. élèves aussi dans mon Ah coin. ouais. Moi, mon premier coaching de MMA, je me rappellerai toujours, c'était j'étais parti à Curitiba avec un mec de Jiu-Jitsu, dans la terre de la shootbox. De toute façon, ça n'a pas duré longtemps le coaching. Il Ouais. s'est fait éclater au bout de 30 secondes. Donc ça a été assez rapide. Donc j'ai pas eu le temps d'apprendre grand-chose. Non mais sérieux. T'as pris Et une l'effet fois- de surprise. Ouais. Oui, il s'est jeté, il a pris, laisse tomber. On avait roulé 24 heures en voiture, truc horrible. Bonne expérience, on a rigolé. Mais par contre, la deuxième fois, je me rappellerai toujours, c'était avec la RFT, c'était contre un mec de Cyborg. C'était Cyborg qui était dans le coin. Et le mec, il est venu sans coach, le Brésilien. C'était au Brésil, je sais plus, c'était dans un bled là. Ça, j'ai Il est déjà venu vu en sans boxe coach. live, Et on l'a aidé, tu vois. Et moi, tu sais, je me suis impliqué, on aurait dit que c'était mon élève, le mec, j'étais à 200%. Et si tu veux, au début, tu es complètement perdu, il faut dire la vérité, tu vois, sur ton MMA. Et je voyais Marcio Cromade, RFT, lui, ça fait déjà longtemps qu'il coachait, je le voyais poser quand il parlait, tu sais, j'étais un peu en admiration, tu vois. Mais c'est pas évident, Tu te souviens du Golden Trophy ou pas? Ouais, bien sûr. Ouais. Donc Golden Trophy, je sais pas si tu t'en souviens. J'ai entendu parler, mais je me Mais rappelle plus c'était trop. le premier gros tournoi français de combat hybride. C'était pas vraiment du MMA parce qu'il n'y avait pas les coups au sol autorisés.
c'était du pancras en fait. Par contre, il faisait venir des combattants de très haut niveau de l'étranger, des combattants de MMA. Donc il y avait les champions du Shuto japonais, tu vois, bon bref. Et le premier gros tournoi du Golden Trophy, j'étais parti là-bas avec mon meilleur pote et ma gonzesse, j'avais pas de coach, tu vois. Ah, c'est chaud quand même. Et, Là, tu dois avoir un degré de confiance quand même qui est assez élevé, quoi. Je veux dire. Ouais, après, C'est ouais. celui Ouais. où tu prenais un japonais là Non, ça c'était plus loin, C'est après, plus tard, ouais. ouais. Celui-là, t'as Sakurai, tu affronté parles. Ouais, c'était qui? Là, c'était un tournoi, donc j'avais c'était en tournoi, j'avais ouais. rencontré plusieurs mecs. Par contre, moi, ce que j'ai horreur, c'est coacher un mec que j'ai pas entraîné. On me l'a déjà demandé. Ben, rappelle-toi quand j'étais venu à 100% Fight avec les Brésiliens. Oui. Ben, c'était contre le gars de Cyril d'ailleurs. Le mec il m'appelle, Daniel viens m'aider, je suis tout seul. Je dis putain merde. Et les mecs, je lui parle, il comprend rien. Même à l'échauffement, il a failli me défoncer. Je mettais des pas d'ours, il rentrait comme un ouf le Brésilien là. Il avait rencontré qui? Je sais plus, il y a Papoulélé qu'on a démonté un, Ouais. coup de genou au foie, un truc comme ça. Ouais. Et l'autre Kevin Petit, ouais. Voilà. Ouais. Et moi, je les ai dépannés les gars, mais je lui donne les instructions, mais il comprend pas ce que je lui dis, je l'ai pas entraîné. Ouais. Ah, ça c'est hyper. Ouais, t'as quasiment que les mauvais côtés en fait. Ben, c'est Parce pas que, évident parce ouais, que. c'est S'il relou. gagne, ce sera Bah, pas tu grâce à découvres. toi. S'il paume, ça pourrait être à Tu cause de toi. découvres sur le tas exactement. de son mec. Ouais. Tu sais Ouais, pas comment il réagit, ouais. tu connais pas. Ouais. Non, coach, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Non, non. Coach, et j'ai des élèves de temps en temps qui m'aident parce que je suis à droite, à gauche, ou j'ai un autre événement, je sais pas où. Et des élèves donc, qui deviennent coach, improvisés, tu vois. Et la première chose qu'ils me disent quand ils reviennent, c'est « Ah ouais, c'est pas évident, ah ouais, c'est casse. Ben, il y a plein de trucs à gérer, en fait, il n'y a pas que le combat. Et puis il y a du stress aussi. Ouais, Il y a du stress qu'il faut apprendre à gérer d'ailleurs. C'est comme le stress quand tu es combattant, tu apprends à le gérer avec les événements. Bah, quand tu es coach, c'est exactement pareil. Ah, et coach de merde, et puis il y a les bons coachs. C'est comme les chasseurs. C'est comme les chasseurs. Ouais. Et si tu regardes, en plus, les bons coachs, généralement, ils sont tous surbookés. Parce que tu as vu, des fois, les gars, ils disent ouais, et tout, il n'y a pas de coach web, parce que les gars avec qui tu veux travailler, tout le monde veut travailler avec eux. Les combattants, ils font vite la différence entre le bon coach. Non. Je sais pas. Non, il y a une part aussi de. Je sais pas. Il y a des coachs, par exemple, qui sont plus des gourous, tu vois, que des Quand juste gens. une emprise, enfin Ouais, surtout quand une emprise, ouais. psychologique. Ouais, la parole, hein. Ouais. Ils t'endorment un petit peu. Et Pour surtout, cacher leur incompétence. tu vois. exactement. Et généralement, tu verras les coachs qui sont un peu gourus, je sais pas, ça se dit ça. Bourru, Tu t'es un peu gourou. bourru, Ouais. bourru, ça se dit bourru ou pas? Hein, Bourru, ouais. Ouais, mais on va dire gourou, comme il dit Cyril. Ouais. Généralement, ils ont toujours des belles phrases. Tu sais, ils te présentent ouais, le c'est des truc. vendeurs de voitures. Exactement. Ouais. C'est toujours. Quand tu vois que le mec commence à te parler comme ça, mon ami, regarde déjà si tu as ton larve sur toi. Parce que là, déjà, il est en train de te faire les poches. Hein. Non, mais je t'assure. Ouais. Et souvent, c'est des escrocs. Ouais, c'est comme dans la vie en général. En fait. Exactement. C'est les mêmes, tu vois. Des beaux parleurs, ouais. Exactement. Il y a que, en fait, il y a que le concret. Les résultats. Des langues de velours. Voilà. Ouais. Ouais, non, c'est vrai. Il n'y a que le concret, c'est-à-dire les résultats. Ouais. Sauf qu'il y a beaucoup de combattants, ils aiment bien ça. Tu sais un truc, regarde, qui me faisait délirer, Victor Belfort. Tu te rappelles quand on avait été en Angleterre? Ouais. Quand on s'est vu en Angleterre avec Victor Belfort. Lui, il adorait les groupies. Tous les mecs qui sont autour, tu vois, eh ben, ils aiment ça, les combattants. Des fois, ils aiment bien des pas belles tous, paroles. pas tous. Mais Ouais, non, pas pas tous, tous. mais beaucoup. Des belles paroles, t'es le meilleur. Tu vois, en fait, ils aiment bien, tu vois, ils aiment bien se faire sont, brosser dans le bon sens du poil. Voilà. Quand tu Ouais, ils sont commences à être- sensibles. Exactement, ben, c'est pareil avec les mecs. Parce que tous flatteries, les gars qui sont autour, que tu voyais avec Belfort à l'époque. Ouais. Mec, viens, je te fais un massage, ouais, t'es le meilleur, ils kiffent ça, quoi. Donc c'est facile certains combattants, c'est facile de les endormir un petit peu. Ouais. Oui, ils sont très disponibles, tu vois, si t'as besoin de moi, tu m'appelles. Moi, je voyais beaucoup ça au Brésil, les mecs, ils faisaient tout, quoi. On les appelait les fâche-toudes, ils faisaient tout, le mec. Même si tu lui dis, viens chez moi faire le ménage, comment, il vient, fâche-toude va laver la voiture. Fâche-toude, fais tout. Ouais. On les appelait les fâche-toudes, fais tout, en fait. Va laver la caisse là-bas et tout. Je te jure, hein. J'ai vu ça. Et quand la fibre du coaching elle est devenue évidente? Moi, j'ai toujours été intéressé par ça. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mené une double carrière. Moi, j'ai fait combattant et coach. J'ai toujours fait ça.
Ouais, très vite, tu as eu une équipe. Ouais, en fait, mon C'est vrai, ouais, c'est mon vrai. premier coach, Robert Paturel, je m'entraînais donc à Rueil avec lui. Et à un moment donné, on lui a proposé de faire une section de kickboxing dans le bas de Rueil, dans un petit quartier sensible, tu vois. Ouais. Et lui, ça ne l'intéressait pas et il m'a proposé de le faire, tu vois. Donc, Oui, vers Suresnes. non, vers le bas de Rueil. C'est pas à côté des Cités Jardins? Non, c'est à côté de la Pleine Gare. Enfin, Parce que c'était voilà, la vers les Pleine Gare. Cités Jardins, tu donnais des cours aussi. Tu sais, face à un supermarché, là. Non? À la Fouilleuse. Ouais. Ouais. Je me rappelle. Donc en fait, ma première section, j'avais 23 piges. C'était un quartier. Ah oui, t'as commencé tôt, en Ouais, fait. c'était un club de quartier. Donc il y a une partie des mecs que j'entraînais qui étaient plus vieux que moi. Et comme c'est un club de quartier et que les mecs, ils se disent, ouais, c'est qui ce. Tu vois. En plus, j'avais une tête lisse de mecs qui commencent, tu vois. Donc, et donc, ils m'ont un peu testé. Et puis, quand j'ai passé les tests, voilà, ils m'ont accepté comme coach, quoi, tu vois. Et ça a été ma première section. Je l'ai eu pendant 2 ans. Ouais. Et ensuite, j'ai eu ma vraie section à Rueil où j'ai commencé la Snake Team. Ça, c'était en 99, tu vois. Ouais, d'accord. Et tout de suite, ça t'a plu? Ouais, moi, t'as senti qu'il y avait… Ouais. Déjà, quand t'as accepté… Non, mais c'est bien que j'ai commencé par un petit club de quartier déjà. Ouais. Parce que je commence dans le dur, tu vois, tu as la difficulté. T'apprends très vite qu'il y a une grosse partie psychologique, tu vois. Ouais. Ah oui. Là, la comment flûte, sonder, effectivement, sonder les mecs que tu as en face, tu vois, parce que quand tu es coach, c'est une grosse partie psycho, tu vois. Tu peux pas t'improviser coach quand tu n'as pas un minimum de ce côté-là, tu vois, du côté psycho. Ouais. Et donc, j'ai commencé par le dur, et ensuite, on m'a donné ma section à la Fouilleuse, dans encore un quartier, tu vois, une cité, à Rueil-Malmaison. C'est sur tous les bons plans, en fait. Mais c'est bien, tu vois, tu commences… Ouais. pour moi, c'est ça le coaching, c'est pas… Enfin, c'est une autre forme de coaching, mais c'est pas genre Neuilly, 16e, dans un gymnase club ou un truc comme ça, tu vois. Donc, De toute façon, les sports de combat, ouais. surtout la Muay Thai… Ouais, c'était un test d'efficacité directe, en fait. Voilà, T'avais des mecs exact. qui, même, s'ils venaient pour se faire plaisir, t'avais une optique quand même plus bagarre, enfin, t'étais plus sur le… Moi, j'ai toujours été dans une approche efficace des sports de combat et des arts martiaux. Mon but, ça n'a jamais été de faire transpirer les gens. Ça, je m'en fous complètement. Ou dessiner des tablettes de chocolat, on s'en fout. Et donc, ma section… dès le début, a été une section, même si je savais qu'il y avait… Pas tout le monde était voué à devenir compétiteur. Je voulais quand même enseigner ce que je pensais être efficace, tu vois. Et donc voilà, donc on a commencé en 99 la Snake Team et on est toujours là. Le côté social, je pense que quand tu fais des sports de combat durs, déjà ça s'adresse à un certain public. Tu as 80% des gens à qui tu as affaire qui viennent d'un milieu populaire, on va dire. C'est pas à Neuilly-sur-Seine que tu vas avoir des grosses sections de boxe thaï, tu vois. C'est pas dans le 16e arrondissement que tu vas faire des champions du monde de boxe thaï. C'est dans les quartiers, dans les banlieues, là où c'est difficile, tu vois. Et donc il y a un aspect social qui m'a tout de suite plu aussi. Sentir que tu aides des gens à s'en sortir et que tu aides des gens à trouver, à se surpasser et puis trouver une force insoupçonnée, tu vois. Parce que le problème avec la jeunesse, je sais parce que j'en ai fait partie, c'est qu'ils se sous-estiment souvent. C'est-à-dire que devenir champion du monde, c'est pour les autres, souvent. Ça, il a raison. Ouais. Tu sais, parce que les scolarités, généralement, c'est pas ça. Donc, tu surestimes les autres. Tu vois, exactement. Tu crois toujours que l'autre est meilleur et ça, je suis d'accord. Vous étiez dans ce cas-là aussi, vous, enfin, moi-même, j'étais dans ce cas-là. Moi-même, je me suis toujours sous-estimé et surestimé les autres. C'est avec des années, quand je vois mon parcours, maintenant, c'est fini, quoi.
Je veux dire, t'as beau être polytechnique, j'en ai rien à foutre en fait. Ouais, Ma vie, je l'ai fait comme j'ai envie et j'en suis fier et tu vois. C'est en arrivant à la ligne d'arrivée à chaque fois que tu te dis en fait j'en étais capable. Voilà, exactement. Même si une grosse partie de toi qui dit ouais t'en es capable pendant la course, il y a quand même une partie de toi qui doute, tu vois. Et jusqu'à la ligne d'arrivée, tu n'as pas répondu à ce doute. Et donc, tu traverses la ligne d'arrivée et il y a une partie de toi qui dit « Ah ouais, quand même », tu vois. Et il y a toujours, j'ai toujours eu ces doutes. Je pense que tout le monde a ces doutes. Et en tant que coach, et que tu commences à coacher des jeunes de cité qui n'ont pas forcément eu un parcours facile, tu t'aperçois qu'ils sont habités de plein de doutes, qu'ils se sous-estiment bien souvent, tu vois. Et que toi, tu arrives en tant que coach et un de tes rôles, c'est de leur redonner foi en eux, tu vois. Et de leur dire, écoute, si tu es déterminé, voilà, exactement. Si tu es déterminé, si tu as la motivation, si tu m'écoutes et si tu es régulier, bon, il y a beaucoup de si, mais c'est possible. Alors que le mec, s'il t'entend pas dire ça, et attention, moi j'ai un super pouvoir, c'est que je suis Cyril Diabaté, donc ça veut dire que ce que moi je vais dire a plus de valeur qu'un mec lambda, machin, tu vois, et j'en ai conscience de ça. Mais c'est aussi… Oui, parce que tu es légitime. Voilà, ça fait partie de mon rôle aussi, tu vois, en tant que coach. C'est-à-dire qu'un mec qui a le potentiel, c'est mon devoir de lui faire comprendre qu'il a ce potentiel-là. C'est pas toujours évident, mais c'est un de mes rôles, tu vois. Et donc, quand il a compris qu'il a ce potentiel-là, c'est à moi de le booster et faire en sorte que, voilà, même s'il a des doutes, d'y répondre, d'y faire face et advienne que pourra, tu vois, il faut essayer. Et qu'est-ce qui a le plus changé dans votre manière de coacher? Moi, c'était un peu différent par rapport à Cyril. C'est venu doucement un peu la transition, coach adjoint. Mais après, moi, je travaillais dans les écoles. C'est-à-dire que je suis passé à un diplôme d'éducateur sportif. Et à l'époque, j'ai eu un contrat d'alternance sur 5 ans avec la ville de Châtillon. Donc, j'étais un peu sauvage quand même. Et je suis arrivé, je me suis retrouvé dans une structure scolaire avec des profs de sport. Gros décalage, hein. C'est-à-dire que moi je me rappelle quand ils prenaient les élèves en cours, je les voyais, c'était super structuré, une bonne pédagogie, et moi j'étais complètement à la rue, quoi. Tu sais, boxe taille, ça n'a rien à voir, quoi. Je veux dire, et en fait j'ai appris énormément. C'est pour ça que je suis devenu bon entraîneur, parce que je suis passé par le cursus scolaire avec des profs de sport qui ont une vision complètement différente, et c'est comme ça que en fait j'ai commencé à faire mes armes. Et j'ai développé la boxe pied-point dans les écoles. J'ai travaillé au début dans les quartiers, comme Cyril, mais pas dans un club de quartier. C'est-à-dire que je venais, j'ai pas ouvert un club dans le quartier, mais par exemple pendant les vacances scolaires, j'allais pendant un mois travailler dans les quartiers. Et il faut savoir que c'était dur. Parce que moi, je fais pas 2 mètres comme Cyril. Avec ma tête de toubab, comme on dit, quand je suis rentré dans les quartiers, ils m'ont vu arriver tout maigre. Déjà, c'était chaud pour s'imposer, quoi. Et justement, il faut avoir un minimum de psychologie, c'était pas évident. Et aussi, il faut leur apporter quelque chose. C'est-à-dire que déjà, tu vois cliniquement quand tu leur apportes quelque chose, T'es obligé d'être efficace, t'es exactement. condamné à être efficace. J'ai même fait un truc qu'on ne doit jamais faire. J'ai même mis des gants avec un mec pour justement le calmer. Ça, j'ai fait plein de fois. Toi aussi, voilà. Mais normalement, on ne doit pas le faire. Moi, le gars, je me rappelle. Ça se discute. mais ça marche. Il m'avait provoqué. J'ai dit, écoute, tu veux mettre les gants il a mis des gants, il voulait m'arracher la tête. Il y a un truc que les gens respectent. Il y a un truc que les gens respectent, les mecs respectent. Et ça, c'est universel, c'est partout dans le monde. C'est une violence contrôlée, tu vois. C'est-à-dire que si tu arrives et que tu dis « ouais, je vais vous donner un cours de sport, de combat et tout ça, machin », et que tu n'as que des têtes cassées, balafrées autour de toi, tant que tu leur as pas prouvé par A plus B exactement, que ce que ça marche pas. C'est que de la théorie. Ce qui paraît logique. Bah oui, ce qui paraît logique. Voilà. À un moment donné, tu te fais, on met ta parole en doute, tu vois, parce exactement. que les mecs, ils vont te tester. Et donc… et ça, tout le monde l'a vécu, je pense. À un moment donné, il y a un truc qui ne me ment pas, c'est la mise de gants, le sparring, machin. Et là, tu vois que le mec qui te vend du rêve en tant que coach,
c'est pas que du rêve, que le mec il sait de quoi il parle, tu vois. Et je pense qu'on est tous passés par des phases quand tu es entraîneur dans une cité ou dans un milieu de banlieue. On va remettre forcément on va te mettre en doute, tu vois. Surtout si tu n'as pas une grosse carrière derrière toi, surtout si tu n'as pas un palmarès, des titres à tir-larigot, on va te remettre en Ouais, il y doute, aura une tu mise vois. à l'épreuve. Oui, il y a un doute. moment. Il y a un Ouais. doute, donc voilà, il y a un moment, tu passes au test. Et tu as dû le refaire, toi, en fait Donc au moi, Brésil, oui, moi je me rappelle, oui, je l'ai refait au oui. Brésil. Bon, au Brésil, c'était un peu plus, Ouais. c'était différent. Mais je me rappelle dans les quartiers, le gars, il voulait m'arracher la tête. Hein. Il a mis des gants et il était là pour en découdre. Sauf que je dis, bon, zéro technique, je l'ai vu arriver, je l'ai démonté. Hein. Et après, il m'a dit, arrête. Mais après, tranquille. Hein. Par contre, j'ai passé des bonnes vacances. Hein. Ça a été nickel. Mais là, derrière, après, il parle. Après, il y a le bouche à oreille. Ouais. Fais gaffe quand même, le mec, il envoie. Eh ben, c'est comme ça. Mais tu es obligé de passer par là. C'est sport de contact. Hein. Au Brésil, non, c'était différent. Le mec, je sais pas ce qu'il a voulu faire, mais ouais, ça a dégénéré un petit peu. En même temps, c'est parce que moi, en tant que petit con, quand tu démarques dans un club et que tu vois, moi c'était Robert Paturel, tu vois, donc il avait déjà ses cheveux blancs, tu vois, et il a eu ses cheveux blancs à 25 ans, je pense. Tu vois un petit bonhomme un peu trapu, mais avec ses cheveux blancs, bon bah t'es moyennement impressionné, tu vois. Et puis, sauf que quand tu mets les gants avec lui et qu'il te démonte la face, tu dis ah ok d'accord, ouais, c'est d'accord, chaud, j'ai compris. Et les sports de combat, les arts martiaux, en fait, il n'y a que l'efficacité qui compte, en fait. Tu vois, le mec, il a beau te vendre du rêve, parler, tout ça, machin, tu vas toujours avoir une partie de toi qui doute tant qu'il t'a pas démonté la bouche, tu vois. Ou en tout cas, te montrer qu'il est capable de le faire. Mais pareil pour la légitimité en tant que coach de haut niveau. Je veux dire, il faut avoir des bons résultats. Je veux dire, les gars, ils viennent vers toi parce qu'ils ont vu, de leurs yeux vus, comme on dit, que ça marche. Et les mecs, ils tombent KO, tu vois ce que je veux dire. Tu peux pas te dire, ouais, coach, seulement en parlant sur YouTube pendant des heures. Si derrière, tu n'as rien fait, tu n'as pas de légitimité. Tu peux parler, tu vas avoir des suiveurs, des followers, tu les appelles comme tu veux. Ils sont là, ouais, c'est magnifique et tout. Mais les vrais reconnaissent les vrais. Je veux dire, il y a un moment… Par contre, on vit, et ça, c'est pas que dans le domaine du sport, on vit un décalage complet entre le monde virtuel, des réseaux par exemple, et la réalité du terrain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as quand même des gens qui ont des coachs, entre guillemets, qui ont beaucoup plus de followers, par exemple, sur YouTube ou sur Instagram que moi ou Daniel. Ils ont beaucoup de suivi, ils ont beaucoup d'interactions, ils ont même une reconnaissance de ce public-là qui rime à rien, en fait. Ouais, qui n'est pas légitime. Hein. Et donc, on voit… Alors qu'avant, ça n'existait pas, parce qu'il n'y avait pas ce développement d'Internet et des réseaux sociaux. On voit qu'il y a un décalage entre le monde virtuel et le monde réel. Encore plus dans les sports de performance où c'est le résultat qui compte, tu vois. Et donc, il y a un vrai décalage. C'est pour ça qu'il n'y a pas très longtemps, il y a un mec qui a fait polémique. C'était le coach de… Diego Sanchez. Ah oui, je me rappelle. Un gourou complet, machin, oui. qui a commencé à se faire connaître dans son milieu. Déjà, Sanchez, il était mystique. Oui. Il est spécial. Ouais. Et donc, il s'est fait avoir par un gourou limite sectaire, tu vois. Ouais. Il montrait des trucs incroyables. Ouais, quoi. et qui a commencé à faire parler de lui sur les réseaux et qui avait un following de fou, de gourou, quoi, en fait. Je pense que la trahison, quand tu es coach, c'est obligatoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné… Passage obligé. Ouais, c'est un passage obligé. Attention, hein. Et pas qu'une fois. Hein. Ouais. Et encore une fois, je vais faire le vieux con, mais je pense que c'est dans l'air du temps aussi. Avec, encore une fois, ce décrochage complet des valeurs promues aussi par les réseaux sociaux. Tu vois, il y a une inversion des valeurs qui est manifeste. Et aujourd'hui, on a un manque de loyauté. Bon, on en a déjà parlé la dernière fois, mais donc ça va avec aussi la trahison. C'est-à-dire que tu as beau te donner corps et âme à un athlète pendant X années, tu as beau donner ton temps, investir ton temps, ton énergie, ton amour, ton savoir et ta foi, la foi que tu as en lui et que tu arrives à lui transmettre. Tu vois, je parlais des doutes tout à l'heure, mais j'ai plein de combattants qui ont plein de doutes et
Et je suis là aussi pour les effacer, en tout cas l'aider à les effacer. Et du jour au lendemain, le mec, trahison, comme si tout ce que tu avais fait, c'était rien, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais, comme si tout était effacé d'un coup, comme ça. Ouais, comme si tout d'un revers. Voilà. Et on va te dire, ouais, mais en gros, en tout cas, le mec le justifie comme, ouais, mais c'est qu'un coach, en fait. C'est qu'un entraîneur, voilà, donc je lui dois rien. Ouais. En gros, je lui dois rien. T'es ravalé à ton rôle juste technique. Voilà, exactement. Tout le côté humain. Exactement. Ouais. Donc, ça, c'est compliqué à vivre, d'autant plus que, après, je pense que Daniel, il l'a vécu aussi, mais je pense aussi qu'il a pu cet investissement. On en a parlé, machin. Mais c'est vrai que et j'ai d'autres potes qui sont coachs aujourd'hui et qui s'investissent moins, en tout cas émotionnellement, sentimentalement avec leurs sportifs. Parce que… tôt ou tard, ça va arriver, de toute façon. Et en plus, je dirais même que là où c'est compliqué, c'est que quand le combattant commence à être de plus en plus connu et à faire beaucoup plus d'argent. C'est-à-dire, comme je t'avais expliqué la dernière fois, il devient ton… Dans sa tête à lui, il a l'impression que c'est son… Voilà. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça s'inverse. En fait. Ça s'inverse. C'est-à-dire que ouais, je te paye, donc non, mon ami, c'est pas ça. C'est pas… Et ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué à gérer. C'est vrai que c'est une situation ambiguë dans les sports de combat. En fait. Exactement. Parce que devrait y avoir peut-être une… Seul problème, c'est que c'est un système qui s'est fait avec le temps. Enfin, je pense que c'est plus ou moins hérité, tu vois, de la boxe anglaise, du système du MMA, avec un manager. En gros, qui gère les problèmes d'argent, enfin, qui gère le côté argent. Parfois, tu as une autre personne, un autre manager qui gère l'image aussi. Ouais. Mais en France, bon, ça, déjà, on a du mal à avoir des managers. Ça serait un sujet d'ailleurs, ça. Manager. Et puis, tu as le coach qui est censé entraîner le combattant, mais on sait très bien que c'est pas juste de l'entraînement technique, en fait. On en a parlé tout à l'heure. Non, mais moi, je l'ai vécu, ça. En fait, le coach, je te parle des combattants UFC. Hein. Je ne parle pas des coachs de banlieue qui font tout. Je parle coaching de haut niveau. Ouais. En fait, tous ces managers de haut niveau, ils prennent les coachs pour de la merde. Il faut savoir qu'en fait, le coach, c'est lui qui est tout le temps là. C'est lui qui forme le gars, qui va au combat avec. Les managers, eux, c'est juste des coups de téléphone. Ils prennent généralement des meilleurs billets que le coach. Et ils sont plus respectés des fois que le propre coach, en fait. C'est-à-dire que le coach, ils le prennent pour un… Je sais pas, c'est assez curieux. Comptant. C'est argent comptant. Oui, à un moment donné, c'est de l'argent comptant. C'est genre… c'est le coach. Le coach, il est là. Si c'est exactement. Bon, si c'est pas lui, ça sera l'autre. Et même des fois, c'est eux qui influencent le combattant à changer de coach. Tu vois, c'est-à-dire que, vas-y, tu t'en fous, vas-y, prends-lui, tu vois. C'est-à-dire que il y a un rapport, c'est pour ça que tu verras le rapport manager-coach. Moi, je l'ai vu avec le temps. Le coach, il faut qu'il s'impose, tu vois. Je te parle de haut niveau. Parce que souvent, tu prends les managers de haut niveau, c'est des mecs qui ont fait des études d'avocat, ils n'ont pas spécialement besoin d'argent. La plupart, ils sont blindés, c'est des fils à papa. Je veux dire, ils n'ont pas besoin de cet argent. Toi, coach, tu viens d'en bas, tu batailles, tu as bataillé pour faire monter le gars. C'est compliqué, t'es pas fils à papa, c'est plus dur. Eux, ils s'en foutent complètement. Je veux dire, donc des fois ils ont une mauvaise influence. Et ça, je me rappelle, moi je l'ai vécu. Hein. C'était assez tendu avec les managers qui parlaient de choses qu'ils ne connaissaient pas du tout, parce qu'en plus ils donnent leur avis, c'est-à-dire sur le combat, quoi. Comment combattre, comment toi tu dois entraîner le gars, comment. Tu sais, à un moment, tu as envie de lui dire, écoute, vas-y, s'il te plaît, tu sais même pas mettre un gauche-droite, tais-toi, tu vois. Sauf qu'ils ont une grosse influence, tu vois. C'est assez compliqué. Hein. Quand tu vieillis, excuse-moi de te couper, tu supportes plus ça. Le mec qui vient de parler, tu dis mon ami, prends tes affaires, casse-toi. En plus, tu l'as vu 1000 fois déjà, donc ça serait pas. Ah oui, je veux dire, il y a un moment, moi j'ai pu, à mon âge, à 53 ans, ma patience, elle a des limites. Hein. Je fais bien mon travail professionnellement, mais si tu dépasses les limites, ben voilà, quoi. Je veux dire, ciao. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Bah ouais, tu vas pas supporter. Moi, je l'ai supporté énormément. Quand je vous avais dit que, par exemple, avec Machida, il m'a lâché un combat avant la ceinture de l'UFC. Je ne sais pas si tu vois dans ma tête comment c'était. J'étais en France. Je me rappelle, c'est moi qui l'ai appelé. C'est-à-dire qu'il ne m'a même pas appelé. Je l'ai appelé, j'ai dit Elliot, alors pour le combat, là, il devait combattre Thiago Silva. D'ailleurs, qu'il a tapé. Après, il a pris Racheven. Je lui ai dit il m'a dit non, vas-y, laisse tomber. J'étais chez moi, j'étais dépité, quoi. Je m'étais investi comme un malade avec lui, tu vois. On avait fait, et ça c'est mal. Hein. Ouais, ça c'est mal. C'est dur. Ça c'est pas rare en fait. C'est pas rare, c'est courant. C'est courant, c'est-à-dire tu vois, en faisant le bilan de la Snake Team,
même avec des combattants qui ont été avec moi pendant 15 piges ou plus, tu vois. Force est de constater qu'à un moment donné, bah voilà, ils pensent, comme disait Daniel, à un moment donné, ils pensent qu'ils ont dépassé un certain truc. Ils ont plus besoin de toi, tu vois. Ouais. Ils n'ont plus besoin de toi parce que toi. Ils connaissent plus déjà, ils te connaissent mieux que toi. Ils connaissent mieux toi, le fight game et tout ce qui s'ensuit. Ça, c'est un truc qui est. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est-à-dire que mais toi, ils viennent te chercher parce que tu as de l'expérience, ils viennent te chercher parce que tu as une certaine sagesse et un certain savoir-faire. Mais à un moment donné, ils pensent qu'ils ont dépassé tout ça et qu'ils n'ont plus besoin de toi, en fait. Ouais. Et donc, ils commencent à prendre des décisions. Alors qu'avant, ils te posaient la question. Voilà, ils te posaient la question. Et puis à un moment donné, voilà, c'est ta parole. Alors tu leur dis et tout, et ils font ouais, ok, d'accord. Mais ferme ta gueule en gros. Ouais, mais généralement, moi par expérience, généralement c'est le début de la fin. C'est-à-dire que le gars, quand il lâche son coach, surtout si c'est ses premiers coachs qui l'ont formé, généralement c'est le début de la fin. Rapidement, tu regardes le déclin du combattant. Ouais. Tu verras tous les combattants qu'on fait des trucs un peu. Je sais pas si c'est le karma ou ils perdent quelque chose. Non, je pense pas que c'est le karma. J'en parlais la dernière fois. Je pense que la carrière d'un sportif, peu importe le sport, se construit à plusieurs. Il y a le sportif, c'est l'élément le plus important, ça c'est sûr et certain. Mais il y a aussi des éléments qui sont extérieurs au sportif, qui sont essentiels à la réussite du combattant. Donc, il y a le proche entourage déjà. Généralement, c'est sa meuf ou c'est sa famille très proche. Mais il y a le coach aussi. C'est-à-dire que le coach, d'autant plus si c'est le coach formateur, s'il a les compétences pour amener le combattant au très haut niveau, il n'y a aucune raison qu'arrivé à un moment donné, le mec il parte de ce coach-là, tu vois, qui quitte ce coach-là. Qui le connaît bien, qui l'a formé. Pourquoi tu vas aller où? Pourquoi faire? Parce qu'ils ont l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs. Tu sais, même on entend souvent, oui, je vais aller. Tu vois, pour se rassurer peut-être quelque part, tu vois, pour se rassurer, pour se donner une raison, enfin je sais pas, comme une fuite en avant, tu vois. Tu sais que souvent on entend, oui, il faut que j'aille aux États-Unis pour percer. Mais c'est. Va aux États-Unis, va essayer un peu, mais tu vas pas percer aux États-Unis. Déjà, le club, déjà, il a ses mecs à faire monter. Pourquoi toi, il te prendrait pour te faire monter? Je veux dire, à la limite, si tu es quelqu'un de connu, ils vont te prendre en charge. Ou alors, tu es exceptionnellement, tu es tellement bon que les mecs, ils vont délaisser leur propre combattant et qu'ils vont te prendre toi. Tu vois. Donc, il y a aussi une question d'ego aussi. C'est-à-dire qu'il y a des combattants qui pensent qu'ils ont tellement un niveau de ouf que peu importe où ils vont aller, les gens ils vont mettre le tapis rouge et puis les accueillir à bras ouverts. Non mais le pire c'est des combattants qui vont dans des teams où il y a déjà un tas de super combattants. Je veux dire mais tu vas être noyé dans la masse. Et puis tu vas servir de chair à canon. Voilà, exactement. Je veux dire, réfléchis un moment. Mais des fois, tu as beau leur expliquer parce que tu as vécu ces situations, mais il n'y a rien à faire. Tu sais, c'est comme, voilà, quoi, le gars, il voit le mur, tu lui expliques qu'il y a le mur, mais il ne comprend pas, tant qu'il n'a pas mangé le mur, en fait. C'est comme ça, l'être humain, il est comme ça. Et après, c'est trop tard. Après, c'est trop tard, tu vois. J'en parle souvent dans mes cours, c'est l'ego. Et l'ego peut avoir un effet bénéfique, ça c'est sûr et certain. Comme je le dis tout le temps, si on n'a pas un ego démesuré, on n'est pas champion du monde parce qu'on reste chez soi et puis on regarde les autres faire. Mais on peut avoir un ego qui est néfaste et qui fait que le sportif se tire lui-même des balles dans le pied. Ils ne s'en rendent pas compte, parfois. Ils s'en rendent pas compte. Ils se noient, mais tu vois, la personne se noyer, tu essaies de lui expliquer, mais il n'y a rien à faire, c'est ce que je te dis. Il y a un moment, il faut que tu la laisses se noyer, entre guillemets, tu vois. Et même encore, et encore. Après, et c'est compliqué parce que le mec, comme c'est un truc qui est poussé et conduit par son ego, il va se planter, comme il dit Daniel, il va se noyer. Toi, tu l'as prévenu que c'était le mauvais choix. Il va quand même y aller. Et après, de l'au-delà, il va dire « Ouais, bah, c'était à cause de mon coach. Je me suis noyé à cause de mon coach. » Tu vois, tu dis « Attends, bon, tu vois. » Alors moi, je l'ai vécu en tant que combattant, quand j'étais combattant et que j'ai eu différents coachs. J'ai vu aussi des camarades d'entraînement, tu vois, des potes d'entraînement se planter, aller tout droit dans le mur et faire de la merde.
Et en tant que coach aussi, je l'ai vécu parce que, ouais, des sportifs qui décrochent un moment et puis ils pensent qu'ils n'ont plus besoin de toi, ils pensent qu'ils savent mieux que toi. L'entourage aussi, je trouve que l'entourage l'entourage proche est souvent néfaste. Ouais. Ben, souvent néfaste parce que voulant aider, ils n'aident pas. Parce que tu vois, tu as vu le MMA. Le MMA, par exemple, même si par exemple, ils combattent à l'UFC, tu as vu l'UFC Paris. C'est facile d'accéder aux combattants rapidement. Toi, tu les vois, ils sont en bas, tu parles avec eux. C'est-à-dire qu'il y a une proximité immédiate. Tu vois, par exemple, le football, ils sont à huis clos, il n'y a personne, hein, la famille ne rentre pas, c'est beaucoup. Le MMA, non, tu ramènes, il y a le frangin, il y a la sœur, il y a tout le monde qui vient, tu vois. Tout le monde donne son avis. Et la difficulté du coach, c'est il n'y a pas que le côté entraînement, il y a le côté entourage à gérer. Parce qu'il donne des fois des mauvais conseils qui influencent indirectement le combattant. Et ça, c'est à toi de régler. Et c'est fatigant mentalement. Parce que tu entends le mec qui dit n'importe quoi. Tu sais qu'il dit n'importe quoi parce qu'il n'est pas du game, il ne comprend rien. Mais quelque part, le combattant, il écoute quand même un peu parce que c'est le gars de sa famille. Moi, j'ai eu un très bon exemple avec un de mes combattants qui était très très fort, un gros potentiel. Et lui, il était influencé par sa meuf, tu vois, par sa femme. Et c'était incroyable. C'est-à-dire que je me retrouvais à essayer de défaire le travail de sa femme. Mission impossible. Mission impossible parce que lui, forcément, il vit avec elle. Par exemple, t'as un exemple, concret, surtout même sur des choses techniques. Team Quest, il y en a non, alors non, pas sur des trucs techniques, mais par exemple, un truc concret. La gonzesse voulait qu'il travaille qu'il travaille plus. Qu'il faisait déjà, en plus de ses 2 entraînements par jour, tu vois. Et à un moment donné, je disais, mais c'est pas logique, tu vois. Elle ne bosse pas, elle te demande de plus bosser, alors que tu essayes de devenir combattant professionnel et de signer dans une grosse organisation. Au lieu d'elle d'essayer de bosser. Logiquement. Oui. Donc, parce qu'elle voulait lui vendre ça comme existence, comme vie, tu vois, et qu'elle avait donc tout son temps en dehors de la salle d'entraînement et du taf du mec pour le convaincre, bah moi je devais passer derrière pour essayer de lui faire comprendre que c'était pas voilà. Et avec des arguments très compliqué. Et puis moi il couchait pas avec moi non plus. Il y a cet aspect-là aussi. A priori. Non, il couchait pas, je t'assure. Non, mais Cyril, en plus, des fois, il y a des jalousies. Des fois, c'est la jalousie. C'est-à-dire que la jalousie de la réussite de l'autre, non, mais c'est un truc de malade. Je veux dire, je t'assure, il faut vraiment être blindé. Hein. Non, coach, c'est les gens. Alors, on en parlait tout à l'heure, les coachs internet et tout ça, coachs réseaux sociaux et tout ça. C'est une chose de porter les PAO et de faire des tac-tac-tac, des trucs à Mayweather et tout ça, et laisser la personne faire n'importe quoi, juste pour faire des vidéos Instagram. Ça, c'est un coach, entre guillemets. Mais le vrai coach, c'est-à-dire le mec qui est sur le terrain et qui forme des compétiteurs ou même des pratiquants de haut niveau, c'est autre chose, tu vois, c'est une autre implication. Il y a une part de... Enfin, c'est vachement altruiste, tu vois. C'est pour ça que quand ça clash sévère. Généralement, quand ça clash, c'est pas bon, écoute, ok, ça va. Il y a forcément de l'affect. Vas-y, moi, je peux te dire, quand ça clash, ça clash. C'est-à-dire que au Brésil. Une cocotte minute. Voilà, exactement. Au Brésil, les Brésiliens, leur situation fait qu'ils sont prêts à accepter n'importe quoi. C'est pas de leur faute. Je parle dans le monde du combat. Non, mais souvent les gars sont pauvres, c'est dur, tu vois. Toi, tu viens d'Europe. T'as pas la même mentalité. Je veux dire, attends, mec, tu vas pas m'humilier comme les fâche-tout de là, tu vois. Et tu sais, tous les jours, un petit peu d'humiliation comme ça. Jusqu'à un moment, ça passe du truc. Tu pètes un câble. Et quand tu pètes un câble, c'est violent. Hein. Moi, laisse tomber. C'est genre, prends ta ceinture, tu te la mets bien profond, j'en ai rien à foutre, mon ami. Je te paye, je veux pas de ton argent, moi. Tu vois, c'est parti en sucette. Après, tu te retrouves en galère. Surtout quand tu entraînes des superstars comme ça qui te payent bien. Mais par contre, ça te soulage. Tu vois, c'est-à-dire que, tu vois, tu es relâché. Parce que moi, je me rappelle, ma femme, elle me l'avait dit, on va faire quoi maintenant? J'ai dit, j'en sais rien, mais en tout cas, je suis bien. Elle était pas bien, elle était pas bien. Attends, tu sais, il y a des conflits. Je veux dire, il y a un moment, tu peux pas. Tu vois, je veux dire, il y a un moment, tu peux pas. Et quand ça clash, ça clash. Vous avez un pire coaching de votre vie? Un coaching
Le pire de vos coachings, vous avez ça en tête ou pas? Ouais, après moi, c'est des trucs. Tu Tu veux dire pendant le combat? C'est Pendant le combat, souvent rien une accumulation Ouais. de mésaventures avec un mec, tu vois, avec un sportif. Et au bout d'un moment, tu es là, tu dis, oh putain, qu'est-ce qui va me sortir encore? Ou tu sais, même des fois, tu vis une appréhension par rapport à ce combattant, ce sportif, parce que tu sais qu'il est capable du pire, tu vois. Tu sais qu'il est capable de vraiment... et puis, le combat arrive et tu es là et tu dis... Tu vois son nom qui s'affiche sur ton portable, limite tu as peur de décrocher parce qu'il va te dire tu sens qu'il va te dire une dinguerie, tu vois, et tu es là, tu fais oh putain, qu'est-ce qu'il va me dire, tu vois. Et on est à 2 jours du combat, tu vois. Ça, je l'ai vécu, je l'ai vécu de fou. Où genre tu es là, tu dis putain, qu'est-ce qui va me sortir encore. D'accord, plus par rapport au mec du même. Ouais, parce que Daniel, il va te le dire, il y a des cassos incroyables. Tu vois, il y a des cassos. Ah ouais, que tu trouves que dans le. Combat. Parce que on va pas se voiler la face. Il faut avoir une certaine case, tu vois, pour entrer dans une cage et taper avec un mec qui t'a rien fait. Il faut, on va dire, c'est pas des gens entre guillemets normaux qui le font. Oui. D'ailleurs, ils comprennent pas. D'ailleurs. Il faut avoir un certain grain de folie, on va dire, tu vois. Qui est souvent le résultat d'un trauma ou d'un... Mais même un combat de boxe taille, je dirais, attention. Ouais, non, je te parle pas de professionnel. je te parle pas de MMA, machin, je mets tout le monde dans le même sac, boxe anglaise, kickboxing, boxe taille, tout ça. Et donc, comme c'est des pratiquants, en tout cas des sportifs qui ont déjà une case à la base et qui ont souvent une forte personnalité, bah, ça te laisse la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Et donc, je me suis retrouvé avec des cas de figure où tu dis, mais attends, c'est quoi ce délire, tu vois, c'est quoi cette dinguerie? C'est quoi cette dinguerie? Et un exemple très récent, Daniel, il va dire, il a vécu, c'est sûr et certain, le mec qui doit combattre un certain poids, tu vois, 70 kilos, il arrive le jour de la pesée à 74 kilos. Ah, c'est chaud ça. Ouais, ça et toi, tu es là et tu dis, mais attends, 4 kilos de trop quand tu fais 70 kilos. C'est quoi le délire, tu vois? Et tu tritures la tête, mais en fait, tu n'as pas à triturer la tête, en fait. Il y avait peut-être des signes avant-coureurs qui auraient dû te... machin, mais comme tu as plein de combattants à gérer et que tu es un peu... Tu sais, des fois, tu as la tête dans le jus et tout, tu as, je sais pas moi, 10 combattants qui vont combattre ce mois-là, et tu as plein de trucs à gérer, les papiers, les ceci, les cela. Et le jour de la pesée, le mec, il arrive, il a 4 kilos de trop. Et en plus, tu te crames toi. Je veux dire, en plus, en tant qu'entraîneur, les mecs, ils te regardent, ils t'appellent plus le show après. Tu fais pas ton taf, il va plus prendre déjà, ça ternit ton image de coach. Exactement. Ça ternit l'image du club aussi. Parce qu'on va dire... moi, je déteste ça. Je déteste ça. Ça veut dire, la Snake Team, on a quand même une réputation de mecs sérieux. Les mecs, quand ils arrivent au combat, ils sont préparés, ils sont au poids, ils ont leurs papiers, ils sont carrés, tu vois. Mais quand le mec, il arrive et qu'il arrive avec 4 kilos, c'est pas 400 grammes, c'est 4 kilos de trop, alors qu'il fait 70 kilos, il te nique ton truc. Moi, la dinguerie que j'ai eue, c'est, vous l'avez vu le combat, c'était avec Mehdi, quand il avait rencontré Makdessi à Las Vegas, où j'ai pété même un câble dans le coin, et même quand il est sorti, ça a clashé sévère, quoi. C'était 4 mois de préparation, le game plan il fonctionnait, parce que c'était quand même un combat super important. Il prenait Makdessi qui était bien classé à l'époque, d'ailleurs qui a combattu à l'UFC Paris, c'est pour te dire. Ça fait longtemps qu'il est là, lui. Et il l'avait presque KOté, quoi. Mais sur une erreur technique, un juji à la volée en MMA, alors quand tu fais pas du jiu-jitsu, tu vois, c'est compliqué, tu glisses et tu perds le combat comme ça, tu vois. Je me rappellerai ce qui m'avait marqué, il y a John Anik, le commentateur là. Il était juste à côté de moi et il gueule en anglais big mistake, tu vois. Non mais une erreur. Écoute, j'étais avec Nino Chambry, tu te rappelles de Nino Chambry? J'étais là, Nino me disait calme-toi Daniel. J'ai pété un câble. J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe là? Et là ça ça aussi, te retrouver dans le coin d'un mec que tu coaches depuis je sais pas combien de temps et de t'apercevoir que tu lui donnes les indications et qu'il écoute zéro de ce que tu lui dis.
Ça aussi. Et qui perd le combat parce qu'il t'a pas écouté. Et surtout que là, c'est important, c'est l'UFC. Mais d'ailleurs, ça a été le dernier coaching, hein, pour te dire. t'as arrêté. Ça, après, ça a été fini. vraiment. D'ailleurs, on vraiment, s'est séparés après ce combat. Hein. Tu Ça a pètes été- un boulon parce que tu dis attends, je me suis investi avec le mec, tu vois. Je me suis investi avec le mec. Y a Rien pas gagné en plus. Hein. Ouais, je me suis investi avec le mec. Je lui donnais mon temps, machin. Tu sais, tu t'impliques quand même, même au niveau du temps, tu vois. Et puis tout. Et d'arriver au bord de la cage ou au bord du ring et que le mec il écoute rien de ce que tu dis. Non, c'est. Et pourquoi à ce moment-là, il n'écoute pas, à ton avis? Qu'est-ce qui. Ça peut être plein de trucs, ça peut être plein de raisons. Des fois c'est l'ego, des fois c'est le mec il est plus lucide parce qu'il a peur, ou qu'il est stressé, ou il a plus de cardio. Ça peut être plein de trucs. Les piles de la télécommande sont cassées, quoi, en fait. Ouais, voilà. Non, mais là, c'était même pas ne pas écouter, quoi. Parce qu'en fait, il écoutait, mais là. Je sais pas ce qui s'est passé, tu fais pas un truc comme ça. Je veux dire, tu as presque séché le mec, tu continues sur ta lancée, tu vois. Tu n'essayes pas de te mettre dans une situation de risque. C'est comme je dis aux combattants, quand tu es dans une position favorable, reste dans la position favorable. Pourquoi tu veux changer de position? Tu vois souvent des crises comme ça, d'excès de confiance. Mais oui, je veux dire, tu es en train de gagner dans cette position. Pourquoi tu veux passer à autre chose? C'est à lui de trouver la solution de sortir de là, qui va t'ouvrir après, de créer un espace pour pouvoir faire autre chose. Mais toi-même, tu gagnes et d'un coup, tu te mets dans un truc où après, à cause de ça, tu perds le combat. Tu sais, tu vois Ah non, moi je pète un câble parce que moi je m'investis à 200%. Et je me rappelle de la phrase que je lui avais dite, je pense que ça doit trotter encore jusqu'à maintenant. Je dis, tu vois ce combat, c'est la fin de ta carrière en fait. Tu vois là ce que tu viens de faire, tu t'en rappelleras toute ta vie. Et ben, d'ailleurs, ça a été la fin de. Tu vois, parce qu'il y a un moment, il faut écouter. Nous, on est le troisième œil. Hein. Je veux dire, on a l'expérience. On a coaché un tas de mecs. Donc, c'est tout le temps la même chose. Hein. Je veux dire, si tu vois les combats, c'est souvent les mêmes positions. Chaque fois, c'est des variations. Ouais. Mais oui, il y a des petites variations, mais c'est tout le temps pareil. Je veux dire, tu sais, c'est des années. Cyril, il était combattant, entraîneur depuis je ne sais pas combien d'années. Je dirais, il a l'œil. Il y a un autre truc aussi, c'est que quand tu es combattant et que c'est toi qui combats, il y a des fois des problématiques que les hommes de coin, le coach ne connaît pas. Par exemple, ça, clair, je me souviens d'un combat que j'avais fait à l'UFC où j'étais face à un grappleur. Et le grappleur, alors c'était Tom DeBlas, c'est un combattant de chez Renzo Gracie, qui était ceinture noire et titré en grappling. J'avais fait toute ma préparation pour affronter un combattant du K1. Et à 10 jours du combat, on me dit non, ce ne sera pas le combattant du K1, ce sera le grappleur Tom DeBlas. Et j'avais fait donc énormément de striking. Et ensuite, 10 jours avant, voilà, changement de truc. Donc il faut branle-bas de combat, il faut m'adapter. Et donc le jour du combat, j'arrive et il y a une grosse partie. Alors lui, il voulait boxer avec moi. Alors je m'étais tellement monté la tête à me dire, il va essayer de m'amener au sol. Il va essayer de m'amener au sol dès le début que j'avais complètement switché. La boxe de côté. En disant que tu as déstabilisé totalement. Quoi. Ça m'a déstabilisé totalement. J'avais plus de timing. J'avais plus de timing. J'avais plus mes distances. Ma distance, elle était off, tu vois. Et donc le mec, en début de combat, il boxe avec moi, il me touche, j'arrive pas à le toucher. Alors que le mec, il fait 3 têtes de moins que moi. D'un œil extérieur, mes hommes de coin qui étaient mes élèves me disaient « Ouais, mais Cyril, boxe-le, machin. » Et poto, j'essaie de le boxer, mais j'ai l'appréhension de la distance, le timing est off et tout ça, machin. Si je m'obstine à chercher à boxer avec un mec alors que tout est off, je vais me prendre un coup à un moment donné et que j'ai pas envie de prendre et c'est là où il risque de me soumettre, tu vois. Donc, j'ai dû m'adapter et c'est moi qui ai cherché à l'amener au sol. Donc, j'ai fait mes takedowns, j'ai fait l'amener au sol. Mais d'un œil extérieur, sur le papier, tu dis, ah, il fait de la merde là, Cyril, qu'est-ce qu'il fait? C'est le striker, il veut pas boxer et c'est lui qui l'amène au sol et qui travaille le sol, tu vois. Donc, effectivement, des fois, en temps réel, pour X raisons, le combattant va à l'encontre ou en tout cas va pas dans le sens de ses hommes de coin. Mais c'est intéressant ce qu'il dit parce qu'il y a beaucoup de coachs qui oublient, et ça moi je le dis tout le temps, il y a le feeling du combattant. Il y a des trucs que lui, moi je dis souvent à Benoît, des fois Benoît il part sur un truc et il a raison parce que lui il a senti à ce moment-là qu'il pouvait aller là-dessus.
Donc des fois, ça sert à rien de donner des conseils comme j'en vois certains qui n'arrêtent pas. Des fois, il faut laisser le mec faire aussi. Parce que c'est lui qui combat, c'est pas toi. Je veux dire, ok, t'as beau lui montrer un truc comme il dit, mais c'est le feeling. Lui, il s'est pas senti bien dans cette partie-là, il a essayé de trouver une autre position. Et ça, c'est important, le feeling du combattant. Le laisser lui-même. On avait vécu ça avec Benoît quand il avait pris un... C'était à l'EBD, il avait soumis le mec rapidement, mais c'était un Tchétchène qui était très bon en lutte. Et il l'a pris dans son propre jeu. Bon, il l'avait striké, il l'avait débordé au striking. Et après, Benoît a été l'attaquer en lutte. Et il l'a pris à son propre jeu. Et il y en a qui avaient dit non, faut pas faire ça. Et en fait, il a fait son truc. En fait, il a gagné puisqu'il le soumet derrière. Donc il a eu raison. Il l'a senti à ce moment-là. Il y a la sensation du... Donc c'est vrai qu'il a raison, ça c'est important de respecter ça. Ouais, et moi j'avais, ça c'était, je dirais, le milieu de ma carrière à l'UFC. Proche de la fin de ma carrière, donc j'avais déjà plus d'une centaine de combats pro, tous sports confondus, tous styles confondus. J'ai quand même un gros bagage d'expérience, tu vois. Et donc à ce moment-là, ouais, j'ai dû réajuster le style. Tu m'aurais dit avant le combat, c'est toi qui vas initier les takedowns, c'est toi qui vas travailler au sol, face machin. Je t'aurais dit, qu'est-ce que tu racontes? Maintenant, je vais rester debout, je vais boxer le mec, tu vois. Mais en temps réel, vu que j'avais pas de striking, j'arrivais pas à lire ses intentions, j'arrivais pas à machin, j'ai dû m'adapter. J'aurais cherché à boxer avec ce mec-là, c'est pas sûr que j'aurais gagné. Tu aurais peut-être même mis KO. Ouais. C'est pour ça qu'en fait, c'est pour ça que moi je dis mettre KO par un grappleur. Non mais ouais, mais ça arrive. C'est pour ça qu'il faut changer des fois. Pour surprendre. Je parle psychologiquement le combattant. Tu vas dans son domaine. Et tu le perturbes dans son domaine. Moi, j'ai déjà fait ça en stratégie. C'est-à-dire que, par exemple, tu as vu, on voit beaucoup les Tchétchènes, ils sont forts en lutte. Mais tu as déjà vu quand ils sont sur le dos ce qui se passe? Sur le dos, il ne se passe rien, ils n'y arrivent pas. Des fois, tu lui mets un takedown, parce que souvent, tu es là dans la crainte de tomber. Ouais, il faut que je travaille mes défenses de takedown. Je dis, ouais, mais mets-le au sol. Mets-le au sol, déjà, tu vas le perturber mentalement, parce qu'il n'est pas imprimé pour... Et puis, s'il se retrouve sur le dos, généralement, il ne sait rien faire. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, il faut aller dans le... Pareil. T'as vu, et surtout en MMA, t'as vu les mecs qui viennent un peu de tout horizon. Il y en a, ils strike bizarrement. Tu te rappelles de Sam Alvey? Oui, ouais. Et t'as vu les KO qu'il a mis? Le Smiler, ouais. T'as vu comment il mettait l'élégance? Tu comprenais pas ce qu'il faisait, lui. C'était incompréhensible. Je sais pas il avait une grosse cacahuète. Mais par contre, il avait une grosse cacahuète, un timing de fou. Tu prends un mec comme ça, qui est dégueulasse en pied-point. C'est-à-dire que si tu fais la technique pure, il passe pas le grade. Tu lui disais non, écoute, mais par contre, tu le mets en combat réel, il va te KO'ter. Moi, je l'ai vu KO'ter un Hollandais en Muay Thai, à Pechenga. 12 kilos d'écart, et je te dis, le Hollandais, il était beau, mais il s'est fait éclater. Il n'a pas compris la boxe de. Ben, c'est pour ça. C'est-à-dire qu'un striker expérimenté comme Cyril, il peut tomber sur un mec qui est horrible, mais il ne va pas comprendre sa boxe. Des fois, c'est compliqué. Donc, je comprends que des fois, c'est vrai qu'il y a des combats. Bah, tu regardes Dan Anderson, il est dégueulasse techniquement. Ouais. Alors, quand je le coachais, quand je l'entraînais, j'ai très vite compris que essayer de lui apporter une technique, alors que ça faisait je sais pas combien de temps qu'il... Non, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est juste le timing que tu travailles. Le timing. Et le cadrage aussi, parce que... Oui, cadrage, je travaillais beaucoup aussi là-dessus. Il avait du mal avec le cadrage, mais après, une fois qu'il a déclenché son truc, même ça te ripe le côté du visage, tu sens qu'il va... Même le vent, si t'as esquivé, t'es KO. Tu sens qu'il va t'arracher la moitié du visage avec. Lui, enfin, on a déjà parlé, mais lui, c'était extraordinaire. J'ai jamais vu ça, moi. Jamais vu ça. C'est vrai que j'ai rarement vu une cacahuète comme ça. Parce que pour KO'ter des mecs à la salle avec du 16 sans arrêt, c'est quand même impressionnant. Et puis, peu importe le poids du mec, même 100 kilos, même 40 kilos d'écart, tu te la manges, c'était pareil, tu vois. Non, lui, il était hallucinant. Et vraiment, et moi, c'est vraiment la fois où j'ai rarement été sonné à l'entraînement. Tu vois, j'ai rarement été sonné à l'entraînement. Oui, tu avais touché l'œil à un moment. Ouais, il m'avait pas jeune, je me rappelle. Et deux fois, il m'a mis knockdown et deux fois, il m'a fait sonner, tu vois. Oui, j'étais là quand tu as fait l'ascenseur. Putain, mais c'est incroyable. Je te jure, avec zéro élan, je me souviens en plus la phase. C'est ça qui est ouf. J'étais dos à la cage. J'essaie de contenir ses bras pour pas qu'il me mette une cacahuète, justement. Et à un moment donné, il y a son poignet qui m'échappe. Il a zéro élan. Il doit avoir 10 cm entre son poing et mon visage.
Et avec l'élan qu'il a eu, il m'a fait un knockdown. J'étais par terre, je le vois au-dessus de moi, j'ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé quoi? Incroyable. Il avait une cacahuète, c'était. Ouais, c'est vrai que c'est exceptionnel. Et puis ça, tu peux pas l'apprendre, tu vois. Ouais. Tu peux pas l'apprendre. En plus, comme il dit Daniel. Peut-être dans les bars, je sais pas. Ouais, je sais pas. Secret. La technique, elle était dégueulasse. Mais par contre, et même ses low kicks. Hein. Ah, il faisait mal. Hein. Même moi, des il m'en low a mis kicks un. dégueulasses. Il m'en a mis. Non, deux. Normalement, je travaillais avec Dan au pad. Il mettait protège tibia. Et tu sais, j'envoyais pour avoir la distance, low kick. Avec les petits protège tibia, ça va. Le jour-là, ils les avaient pas ramenés. J'ai dit, vas-y, doucement quand même, Dan. Ouais. Putain, il me met un petit coup avec son os, là, je sais pas c'est quoi l'os. Hein. Je te jure, c'était un morceau de fer. Il me touche, puis bien, tu sais, la béquille, là. Je suis, oh putain, il m'a fait mal. Putain, il me remet un deuxième. Aussi efficace que Ropers Non, plus. 3 semaines, tous les soirs, j'avais pas dormi. Ah bah peut-être c'est pour Ropers qu'il a appris son low kick Penchaxi là, tu vois. Ouais, ça doit être ça. Commence à comprendre les choses. Ouais, c'est vrai que son low kick au sac, c'était surprenant. C'était surprenant. Ouais. Même le sac a été surpris, je crois. Ouais. Il a bougé un peu sur le. Et justement, ça permet de raccrocher l'actualité. Blachowicz, Ankalaev. Ouais. Donc l'UFC 282. Ouais, sacré, ouais. Ça déjà, parce que justement, dans le genre low kick dégueulasse, enfin pas orthodoxe, tu vois, les low kicks de Blachowicz, ils sont pas visuellement impressionnants, mais ils ont déglingué Ankalaev. Et déjà, pourquoi Ankalaev part pas plus que ça, ou pourquoi il se les prend? Il n'a pas travaillé ses blocages, hein. De toute façon il n'a pas bloqué une seule alors, fois. Alors ça c'est une grosse lacune technique que je trouve MMA, hein. qui est vraiment propre au MMA. Il n'y a pas beaucoup de blocage. Il n'y a pas beaucoup de blocage. Et ça c'est vraiment un truc que j'ai toujours dit à mes élèves, c'est que surtout avec les coups de pied qui ont été mis à la mode. Les calf kicks. Où ils tapent dans le tibia. T'as juste un peu ouvrir un peu le mec. Ça n'existe pas en boxe taille. Et il y a bien une raison. C'est parce qu'en boxe taille, personne ne se les mange. C'est mais ceci dit, attends, Cyril, moi, je pensais que ça n'existait pas en boxe taille. Moi, je suis allé en Thaïlande avec ma femme, je suis allé à TV7. Tu vois, TV7 à Bangkok. Et il y avait un Thaï super fort. Et il chutait tout le temps. Dans les tibias. Ah ouais, j'ai halluciné. Tu sais, mais très bas, tu vois. Mais parce que le MMA a une grosse influence sur la boxe taille maintenant. Si tu regardes, tu te rappelles les coups de genoux sautés en ciseaux? Il n'y avait pas ça en boxe taille. Tu en vois beaucoup, les fronts kicks à la tête. C'est moi, mais... Oui, bon. Non, mais il n'y en avait pas autant que ça. C'est vrai ou pas? Et tu regardes, c'est comme les saisis low kick. Les saisis low kick, on te disait en boxe taille, il ne faut jamais saisir un low kick. Regarde en taille maintenant, ils saisissent les low kick. Si tu dis, voilà, il y a une grosse influence, même dans la façon de faire, hein, dans tout d'ailleurs. Dans la promotion des combats, dans tout maintenant, tu vois. Et c'est peut-être pour ça, tu vois, c'est peut-être pour ça que bon, il y a eu des... Alors moi, je suis pas convaincu de ce coup de pied-là, parce que c'est trop facile à bloquer pour moi, tu vois. Le calf kick, il suffit juste d'ouvrir bien la jambe, et en plus le mec il va se foirer. Je me suis fracturé le tibia quand même en pratique, mais là regarde, tu vois avec Ankalaev à ce niveau-là. Ouais, mais parce que c'est pas des... Je me suis fracturé le tibia comment à ton avis? En voulant taper bas. Khaled est expérimenté, comme tu sais, il y a une centaine de combats, là juste ouvert, et j'ai tapé en plein os, mon tibia il a... Non, franchement, comment il s'appelle Ankalaev. Ouais, même à haut niveau en MMA, les mecs ils savent pas bloquer, hein. Vraiment. C'est un truc, c'est propre. C'est récurrent. Et donc c'est pour ça que maintenant il y a plein de TKO avec des coups de pied dans les jambes, tu vois, qu'on voyait pas forcément. Non, puis des grosses fractures de tibia aussi. T'as vu les mecs qui tapent comme des bourrins n'importe comment. Ouais. Plus les produits qui fragilisent les os. Ouais. Aussi. Je sais pas, mon tibia il s'est pas cassé, il s'est cassé, j'avais pas de prix de produit. Hein. Ouais. À l'époque. T'es sûr? Ouais, non, certain, même moi. À l'époque, il n'y avait rien, tu vois, ça veut dire. Ouais, c'est vrai en plus. Non, mais bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de. Mais en tout cas, il l'a bien. Et ce combat, vous en pensez quoi? Parce que le combat. Moi, je pensais qu'il avait gagné en Ankalaev, je te dis honnêtement. Je pensais qu'il avait gagné. Je pense que la plupart des mais bon, gens, il n'a pas été non plus super convaincant quand même. Je veux dire, non, il n'a pas joué son. Les deux derniers rounds, pas mal. Il revient quand même fort. Surtout qu'il revient, il boite des deux pieds, enfin des deux jambes. Et il arrive à revenir et à quand même à prendre le combat. Moi, je trouve que. Alors, je pense qu'il a gagné. Mais je pense qu'il n'a pas été non plus conquérant, alors que c'est lui qui doit combattre pour gagner la ceinture, tu vois.
quand on dit tout le temps le champion, quand il a la ceinture, faut la prendre de façon convaincante. Et c'est Non, il n'a pas été très il a convaincant. pas Par contre, le Polonais m'a impressionné, moi. Je pensais qu'il allait ouais. vraiment. Je pensais que l'autre allait le KOT dominer. même. Oui. Moi, je Et en pensais fait, aussi que le hein, Russe allait le Et mettre KO. non, au contraire, en striking, il a été meilleur. C'est pour ça que c'est quand même le mystère Ouais, c'est tu vois, de surprenant. ces non-blocages, qu'il n'est pas arrivé. C'est à ce point-là qu'il soit fait laminer les jambes, tu vois, les 2 jambes en plus comme ça, par en plus Blachowicz. Même s'il a, c'est vrai D'ailleurs, je sais pas si tu as vu ce combat, mais Thierry Sokoudjou, qui était à la Team Quest, Ouais. l'avait laminé comme ça Blachowicz. Ah non, je ne l'ai pas vu ce combat. au Non, KSW. à coup de kick. Ouais, Ah, en ouais. low kick. Mais Ah, je savais te pas. parle de ça il y a plus de 10 ans. Mais tu vois. Sokoudjou, il était très technique en Ouais, pied-point. ouais, hein. il était technique. Ouais. Mais il était un peu ouf, hein. On s'entraînait à 6h du matin, il m'appelait à 6h du matin pour l'entraîner. Ah ouais. Ah ouais, il me défonçait. J'ai jamais vu un mec qui m'a défoncé autant les. Lui, c'était les un bras. truc Il incroyable. tapait trop fort. Ouais, J'avais des et phénomène, j'avais des hein. douleurs. Ouais, Écoute, phénomène. je lui tenais les pattes d'ours. Écoute, c'est le premier mec, j'avais des douleurs au biceps. Mais quand je te dis des douleurs, tu me touchais. Ah, tu sais, comme et le mec, il tapait comme un malade, quoi. C'est Ouais, super tonique, super dynamique. explosif. c'est un gâchis absolu. Ouais, hein. gâchis Et un mec, absolu. Ouais. moi, c'est Vraiment. un mec que j'aime beaucoup. Il est très, très sympa. Très Je suis sympa, parti oui. des États-Unis. C'est le seul gars qui m'a appelé. Il m'a dit Daniel. Je lui ai dit Thierry, je pars. Il m'a dit Daniel, viens, on se voit. On a été boire un verre ensemble. On a fait la teuf. Franchement, ça fait plaisir. Toi, c'est Non, un c'était mec que j'apprécie. Il avait un gros potentiel. Après, psychologiquement, je pense Et ouais. il avait des failles. Mais au niveau technique, hein, Ah, au très, niveau très fort. technique, Très fort. au niveau de la puissance, Ah ouais, incroyable. j'ai rarement vu un mec aussi fort. Ouais. Ouais, vraiment. Alors, quand je mettais les gants avec lui, je savais qu'il fallait que je l'atteigne psychologiquement. Techniquement, il était plus complet que moi. En et plus, qu'il- hyper explosif. Hein. explosif de ouf. Physiquement, il était largement au-dessus de moi. Mais par contre, psychologiquement, je le. Mais je il a le mis mettais KO, mal. il a mis KO quand même à Rona et Minotaur Ouais, quand ouais, même hein, bien sûr. au Pride. Hein. Ouais, ouais. Et il les a laminés, ouais. Et comment tu le touchais psychologiquement? Bah, je lui mettais la marche en avant et j'essaie de lui faire mal, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Physiquement. D'ailleurs, tu sais que j'ai fait un coin avec lui, avec Sokoudjou, à Abu Dhabi, et il y avait Lopez avec moi dans le coin. hein. Ah ouais. Ah ouais, Ouais. ouais. Ah ouais. C'était quand ça? C'est il y a super longtemps. En fait, moi, j'habitais aux États-Unis. Je me rappelle, j'avais eu un staff, tu sais, dans le nez, tu sais. J'avais la gueule comme as. Je te jure, j'avais la tête, j'arrivais pas à parler, tu sais. Quand je rigolais, il y avait qu'un morceau de la moitié de la bouche. Tu sais, on a la gueule déformée. Et- Stallone, des photos Stallone, comme Hein Stallone. Ouais, avec c'est une comme partie de ta- comme ça. Je lui dis, T'as il des y a- photos parce qu'en illustration ça va être pas mal. Ah non, mais laisse tomber, la tête déformée, il y avait Hit. Toi, Hit. Je dis, mais j'ai mal. Je lui dis, j'ai mal. Il me dit, non, faut que tu ailles coacher quand même Sokoudjou. Je me suis tapé 17 heures de vol avec la gueule comme ça, en vrac, tu vois. Je suis arrivé pour le coacher et il y avait Fernand qui combattait, il était avec Batchonicourt. Il combattait pour le même show. Moi, il faisait un combat intermédiaire, hein, tu vois. Je crois qu'il avait pris une trompette, je crois. Il avait gagné, si je me rappelle bien. Et après, le combat vedette, c'était Sokoudjou. Et si tu veux, il a fait le coin avec moi. Vous avez collaboré. On a collaboré, ouais. Donc, tu vois Donc, hein. Donc c'est ton pote, en fait. On va en apprendre des Bon, choses. on va pas aller jusqu'à là, quand même. Non, mais bon. Et pour revenir, alors Blachowicz en Ankalaev, la non-ceinture, parce que du coup, match nul, Ouais. la ceinture Oui, mais décernée à personne. Ouais, mais Glover combat pour la ceinture au Brésil. Ouais, c'est ça. Et en plus, sanction immédiate, pas derrière. Parce que le plus fou dans tout ça, c'est que quand même le combat. Enfin, Dana White à la conférence de presse a craché sur le combat, Ouais. disant qu'au Ouais, bout il a du dit deuxième, que troisième c'était- round, ouais. il ne suivait plus. Enfin, Ouais. il a fait un des pires trucs qu'on puisse. Enfin, Ouais, il a dit que c'était horrible. Là, il est allé vraiment au plus loin Ouais, il a dit que c'était dans l'insulte. un main event horrible. Il a dit. Ouais. Et en plus, voilà, personne n'a la ceinture. Pour lui, c'est genre un combat qu'il faut effacer, quoi. Pourquoi, à votre avis, il est si. Et directement, effectivement, il prévoit un combat. Oui, mais ceci dit, c'est pas lui qui a jugé le match nul, tu vois. Non, bien sûr, mais au-delà du. Non, bien sûr. Mais il aurait pi dire autre chose. Ouais. Peut-être. C'est quand même assez bizarre qu'il enfonce le clou aussi ouvertement, à moins que ce soit pour faire diversion sur le cas. Du cas Pimblet, tu vois, créer un événement. Ouais, je pense qu'il y a bien sûr, C'est ça, ouais. comme c'est un fin stratège aussi, il veut détourner l'attention sur Pimblet. Ouais. Ils ont investi énormément d'argent sur Pimblet, donc maintenant il faut justifier. Pour rentabiliser. Ouais, ouais. Puis bon, c'est la poule aux œufs d'or quand même. Il rentabilise. Hein. Tu as vu comment il est Ouais. suivi. Ils vont pas le sacrifier tout de suite. Quoi, le problème, c'est qu'il n'a pas un
si gros talent que ça. Rapidement, il va falloir qu'il Il trouve a, des il mecs. a un plus gros bagou et une plus grosse répartie que son talent. Alors Voilà, que exactement, c'est ça le Conor, problème. c'était proportionnel. Ouais. ça. Oui, Non, voilà. c'est équilibré. Parce que tu Ouais, prends ouais. McGregor, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais il a tapé des mecs. Hein. Ouais, ouais, Et bien il met sûr. quand même KO José En Aldo. 66, Il n'y a rien à dire. Hein. Je veux dire, il frappe ouais. super Si, fort, il a il n'y a tapé rien pas à mal, dire. ouais. Ouais. Alors que lui, là, il est quand même assez limité. Ils vont mettre qui derrière? Il y a un moment, il va falloir qu'il tape des mecs un peu plus. C'est ça le combat, vous en pensez quoi? Donc contre Moi, pour moi, Jared il avait Gordon, perdu. Pour moi, Ouais. il avait perdu. Ouais, contre pour un moi, Américain, donc c'est censé être son premier vrai test. Enfin, il y a quand même un mec qui a du D'après ce que j'ai bagage. compris, le mec qu'il a pris, c'est un mec qui vient d'une caté inférieure à la base, non? À l'origine, Non, il je sais avait Jared Gordon. Alors, bonne question. Mais en tout Est-ce cas, qu'il avait pour moi, il combattu perd le en combat. 66? Il gagne un round pour moi. Il prend un round, on va dire. Ouais, voilà, c'est ça. Et Ouais, puis, il prend- il n'a pas été convaincant. Il a Non. fait plein d'erreurs. Il a pris des coups qu'il ne devrait pas Ah, il prend plein de prendre, coups, il ouais. est trop sur ses appuis. Donc, c'est clair que les gens qui découvraient Pimblet sur ce combat-là et qui n'avaient jamais vu auparavant, ils se disent ah ben c'est lui dont tout le monde parle, Le qui spécimen. couvre sa gueule tout le temps. Ouais, parce que le problème, c'est qu'il ne l'a pas fini. Je veux dire, si tu as un phénomène, tu termines le mec. Et là, il ne l'a pas terminé, il perd en plus. Il s'est fait pas mal allumer sur les réseaux quand même. Même des fans. Enfin, il perd, il gagne officiellement. Oui, je veux mais dire, il perd ouais. dans le cœur des fans. Enfin, tu vois que Non, mais il perd en les gens sont crédibilité. unanimes. Enfin, là-dessus. je Non, mais pense c'est que- même pire, parce que Ouais, là, t'as comme vu, il hein. perd en crédibilité. Quand Oui, même. oui, oui. Tu vois Oui, ce que je veux à dire mort. Parce que les gens ne sont pas aveugles non plus. Ouais. Alors Dana White a essayé quand même de le vendre derrière en disant, je sais plus quoi d'ailleurs, mais Ah bah il a Ouais, enfoncé, ouais. il a enfoncé l'adversaire en parce fait, qu'il l'a Jared contrôlé, Gordon, en disant que exactement. il Contrôlé avait fait- contre la cage. Oui, c'est Voilà, ça qu'il avait exactement. contrôlé Mais sur le bon, troisième dans ces round. cas-là, sors de la cage si t'es ouais. contrôlé contre la cage. Ouais, ouais. Je veux dire, il n'y a pas Non, que mais- le gars. Je veux dire, si le gars arrive à te contrôler, c'est que toi, quelque part, tu n'arrives pas à te Il a sortir dit que de cette c'était le situation. pire choix stratégique de l'histoire ou je sais pas quoi. Ah ouais, non, il en a fait des caisses. Le gars, il veut gagner, il met la stratégie qu'il veut en place, tu vois. Ouais, ouais. Et puis et il se défausse totalement donc sur effectivement les juges. Ouais. Donc mais bon, on n'est pas il y a eu On le n'est cas pas- O'Malley. Ouais. Voilà. On n'est Oui, pas O'Malley, dupe c'est quand pas- même. ouais. Évidemment que l'UFC a un poids. Mais O'Malley, il est pas mal. O'Malley m'a surpris quand même. C'est un bon Oui, combattant. c'est vrai. Moi, c'est vrai. je pensais que Petre C'est vrai allait que- Ouais, moi le aussi. défoncer, Et lui t'as vu, défoncer sa tête. ouais, Ouais. Et, Mais- non seulement il avait du répondant, il a Ouais. été dangereux. Super dangereux. ouais. Il a été dangereux parce puis, qu'il il l'a marqué, hein, Ouais, quand même, ouais. hein. Et puis il a bon failli. combat, hein. Il n'était pas loin de le battre plusieurs fois de suite. De le finir, hein. Notamment avec un genou, un Mike Guerry qui l'a touché. Non, O'Malley, même si bon, il y a beaucoup de bruit autour de lui. Bah, il est bon quand même, hein. Il Il vaut est son bon. bruit. Non, tu vois. ouais, ouais, vaut il est bon. son c'est vrai. bruit. Ouais. Moi, je le Alors, trouve solide. Je le Ouais, trouve très solide, très très solide. Parce que déjà, tu regardes, il a fini un tas de mecs. hein. Oui. Après, c'est pas des gros noms. Là, c'était son premier. Ouais, mais il a été gros- surprenant parce que moi, je pensais Ouais. qu'il Ah, allait il a se pris faire le top aussi, là, dérouler. c'est vrai quoi, que- tu vois. Ouais, il C'est est vrai passé que ça de déjà- je sais pas oui. combienième Ouais, ouais, à, ouais, Non, là, c'est au clair. meilleur, Non, il a fait quasiment un meilleur bon de fight. la KT, tu vois. Donc, ouais, c'est fort. hein. Ouais, c'est vrai. Et mais il y a quand même un. Là, tu vois que sur les réseaux, ça se déchaîne quand même pas mal. C'est plus Sûr. en fait que le fond. C'est la réaction, enfin le comportement de Dana White qui défrise. Moi, j'ai jamais vu Dana White se faire défoncer comme ça sur les réseaux là. Donc, tu regardes sous la vidéo, vous pouvez aller voir, hein, sous la vidéo de la conférence de presse, il est critiqué de tous les côtés, quoi. Plus par son traitement, tu vois, d'enfoncer Partial, d'enfoncer les combattants. Là, c'est vrai que c'est un peu gratuit et c'est même bizarre, effectivement. Bah, c'est pas la première fois qu'il Oui, le fait, oui, c'est mais sûr. là, ça devient de plus en plus gros en fait. Ouais. Les gens s'aperçoivent qu'il y a un parti pris déjà, qu'il y a Pimblet, quoi qu'il arrive, il aurait pu faire n'importe quoi, il aurait quand même défendu. Et puis après, les lourds légers, pour X raisons, parce qu'on ne sait pas le pourquoi du comment, pourquoi il s'est acharné sur eux. Peut-être qu'il y a la diversion pour faire parler d'autres choses que de Pimblet, mais il y a peut-être autre chose aussi, tu vois, il n'y a pas que cette De toute façon, le parti pris, il est déjà dans les replays quand tu regardes ou même dans les commentaires. Oui, oui. Souvent, tu vois Joe Rogan. Moi, j'avais vu ça, tu sais quoi, où ça m'avait marqué, c'était quand José Aldo avait combattu, comment il s'appelle le jeune Brésilien, en plus il s'entraînait avec nous à la Black House. Enfin bref, je dis au téléphone, Munoz, Pedro Munoz. Ouais. Tu regardes le combat, c'est un combat équilibré, mais en fait, si tu regardes le combat, Munoz, il n'a rien fait dans le fight.
Déjà, tous les commentaires étaient sur José Aldo, l'ancien champion, et même les replays te montraient les images, parce qu'en fait, ils mettent ce qu'ils veulent après, au montage, au replay. Il y a une mise en scène Exactement, pour influencer à chaque fois. Justement, à ce propos. Et ça fait longtemps qu'ils font ça. Oui, mais très longtemps. Oui, depuis le début. Mais justement, pour le combat de Pimblet, ce qui était très bizarre, donc c'est à se demander si l'UFC lui-même ne met pas de l'huile sur le feu, tu vois, à défaut d'arriver à faire de Pimblet un super-héros, autant, tu vois, lui faire des ennemis, tu vois, comme si, tu vois, les détracteurs allaient renforcer les supporters et genre, tu viens voir le combattant pour se manger un KO. Tu vois, tu as ce côté-là aussi avec McGregor. Parce que justement, dans les replays de Pimblet, ils mettent les phases où il se prend des coups dans la gueule, où il se fait avoiner. Un peu comme Mayweather. Hein. Mayweather, il était quand même pas mal haï. Tu vois, à un moment, surtout quand il avait mis la patate, tu te rappelles là Oui, il avait mis parce qu'il s'était mangé un coup de boule. Voilà, et l'autre il a, tu te rappelles. Il a un sucker punch, c'est ça. Ouais, mais bon, il avait mis le KO. Mais bon, ça l'a pas empêché. C'était contre Diaz, non? Je sais plus. Oui, peut-être, ouais. Mais en tout cas, ça l'a pas empêché d'être populaire. Tu vois, en fait, il a quand même fait son beurre. Populaire, je ne sais pas s'il est populaire. Mayweather. Tu parles de Mayweather? Ouais, non, mais populaire dans le sens aimé ou pas aimé, on s'en fout. Je parle. Voilà quoi. Il est suivi par les haters ou par ceux qui l'aiment quand même, tu vois. C'est-à-dire que voilà, il engrange de la thune. Ça, c'est sûr. Quand il combat, ça laisse pas indifférent. Les gens, ils payent aussi pour le voir perdre. Jake Paul, c'est pareil. Hein. C'est le même délire. Hein. Donc c'est possible, ta théorie, pourquoi pas. En tout cas, c'est bizarre et c'est vrai que par rapport à Dana White, là, il y a comme quelque chose de pathologique. C'est vrai, ça devient presque malsain, enfin, la façon, tu vois, d'enfoncer comme ça les combattants. Tu vois bien, les gens, ça les fait réagir, ils comprennent pas. C'est très bizarre. Même si ça a été longtemps sa façon d'agir, tu vois, genre, je te respecte pas, je te paye, enfin, tu vois, à l'américaine. Comme ça, et que c'est son style. Les gens aussi aiment pour ça parce que tu vois, il casse les règles. Mais là, ça devient un peu borderline. Et je sais pas si vous avez vu, il y a Kadyrov, donc le big boss là, de la Tchétchénie, qui lui a mis un coup de pression. Exactement. Ah ouais, j'ai pas vu ça. Et Dana White, il a répondu aussi. Ah, je sais, ça je sais pas. Et il a dit quoi, Kadyrov? J'ai pas vu. Il a dit avant t'étais quelqu'un d'honorable, mais maintenant c'était ça. Hein. T'étais honorable, maintenant avec tes décisions de merde, on voit bien que t'as changé. C'est que le commerce qui t'importe, tu vois. Genre sauve ta face, fais amende honorable. Ouais, il lui demande de s'excuser. Regarde, si t'as Kadyrov derrière ton cul comme ça, non? T'as intérêt à changer de visage. Hein. À mon avis, ils vont pas organiser en Il a Tchétchénie. 10 000 mecs armés, fais gaffe. Hein. S'ils vont en Russie, à mon avis, ils vont pas aller en Tchétchénie planter l'UFC, quoi. Et la réponse, alors, c'était quoi que lui a fait Dana White? Je sais plus ce qu'il a dit exactement. De toute façon, il va pas en rester là. L'ego est surdimensionné quand même. C'est marrant. C'est marrant parce que là, ça prend sort des vraiment proportions quand même. Politique. Ah ouais, c'est chaud quand même. Ça sort un peu de la cage là. Et vous avez vu le reste de la carte un peu Ouais, moi j'ai vu. Il y a le petit jeune mexicain de 18 ans qui a fait un beau combat, tu vois. J'ai pas vu. Ouais, il y avait qui d'autre? Il y avait l'Argentin. L'Argentin, là, c'était pas mal ce qu'il a fait. Comment il s'appelle? Pombinho, je crois, un truc comme ça. Tu sais, un Argentin, il a habité longtemps au Brésil. Les Brésiliens l'adorent. Et il a fait l'Ultimate Fighter d'ailleurs au Brésil. Et je crois qu'il perdait le combat. Il a mis un KO incroyable. Ah si, j'ai vu le KO, ouais. Au troisième round. Il a éteint le mec. Mais il morflait. Hein. Il avait pris Moreno contre Moreno. En fait, le gars était prévenu 5 jours avant. Il a fait un beau combat. Il gagnait le gars. Hein. Donc Ponzinibbio, hein, c'est ça? Voilà, exactement. Et bon, l'autre, il l'a KOté au dernier. D'ailleurs, il a gagné le bonus, hein, je crois. Hein. Elle lui a arraché la tête. Elle lui a arraché la patate. Ça a claqué. En fait, ouais, à part les deux main events, t'as eu que des combats. Donc déjà, t'as eu que des finishes. Et tu as eu des beaux combats, des belles. Je l'ai pas vu cette UFC. Non, il y a eu des. Dricus Duplessis aussi, je sais pas si tu vois. Non. Qui c'est? C'est un Sud-Africain. Tu vois ou pas? Il y a Rosenstruck là qui a démonté. Ah ouais? Ah ouais, lui, coup de genou, c'est Rosenstruck, hein, c'est ça hein? Oui, Rosenstruck, il a gagné express, je sais plus, 30 secondes. Ah ouais, il a explosé, franchement, il est arrivé vraiment puissant. Ça n'a pas duré longtemps. Il frappe fort, lui. Ah, il frappe. Et puis le genou, là, derrière la patate, il l'a terminé. C'est Gann qui l'avait mis KO, je crois, non? Ouais, peut-être un coup de coude, c'est pas ça, non? Il n'avait pas mis un coude. Oui, c'est Rosenstruck qui l'a mis, qui l'a mis KO. Et t'avais Cameron Saaiman aussi, c'est un autre Sud-Africain. Invaincu, assez jeune aussi. Franchement, ouais, c'était l'UFC, la partition parfaite en fait.
Sauf le main event qui est parti un peu en sucette. D'accord. Ouais, le main et le façon co-main assez, event, assez c'était marrant. moyen. Même si les combats n'étaient pas, tu vois, le combat principal, moi je l'ai trouvé intéressant, tu vois. Mais à part cette bizarrerie ouais, du low kick. Ouais. Actualité des équipes respectives là. On a une participation au tournoi, alors je sais plus comment ils l'ont appelé. C'est les MMA League. MMA League, exactement, de la MMAF. Donc j'ai mon jeune talentueux Elohim Trèfle qui va combattre en 77 kg. Et ensuite, moi j'organise régulièrement, enfin logiquement tous les ans, sauf Covid, on organise un gros stage en Thaïlande. Donc on va repartir en Thaïlande. Ouais. Combien de temps 3 semaines. Mais c'est toi, quand tu vas t'entraîner dans une structure Ouais. ou c'est toi qui organise Non, moi je donne pas de cours. Moi. Ouais, voilà, vous venez tous là-bas. Ouais. Vous êtes combien à aller là-bas? On a fait, l'année où on était le plus, je pense qu'on était à une douzaine, tu vois. Et c'est où Phuket Top Team? On a fait Phuket Top Team, on a fait Tiger, on a fait AKA, on a fait… Ah, c'est cool. Ouais. Ah, la Thaïlande, c'est magnifique. Ouais, pour s'entraîner, c'est vraiment… Non, bien. puis même le pays en lui-même. Hein. Moi, je kiffe la culture thaï. Ouais. Et donc, on part là-bas et puis on va aussi organiser, on va aussi manager les mecs pour qu'il y ait des combats pour les mecs qui sont restés ici et ceux qui sont partis avec nous qui vont combattre quand ils vont revenir. D'ailleurs, il y a Yves qui va combattre au Bellator à son retour de Thaïlande. D'accord. Donc c'est bien, ça s'enchaîne. Ouais, c'est bien. ça s'enchaîne. Ouais. C'est déjà fixé l'adversaire? Ouais. D'accord. Et ça va être Bellator quoi? C'est aux États-Unis. Ah, ok. Ouais. Cool. Donc ouais, il y a pas mal de petits trucs qui arrivent. C'est quel mois qui combat? Mars. C'est en mars, hein, Ouais. d'accord. En mars, ouais. Et Et donc, on a le temps de préparer ça tranquillou, bilou, et on va faire en sorte qu'il ait une meilleure performance que la dernière fois, parce que, la dernière fois, il s'était pété la côte 3 semaines avant, donc ça c'était chaud, ouais. Là, on va bien y aller progressivement pour justement qu'il arrive, peut-être pas à 100%, mais à 98%, quoi. dans sa nouvelle KT, et 66. Dans sa nouvelle catégorie, Ouais. exactement. Ah, c'est cool. Ça, c'est top. Daniel, Il y a le retour de Jorik dans la cage, là, à la fin du mois, le 30, Ouais. Octagone. Octagone, En donc plus, ça va être un gros République octagone, tchèque. Hein, c'est ça. République tchèque à Prague. Ouais. Ça va être dans l'O2 Arena. 20 000 personnes, généralement en fin d'année. Ah, c'est beau, ça. Et là, il prend un mec qui s'appelle Daniel Zvor, un mec qui vient du pied-point, Ouais. qui a 5-1, super agressif. Ah, ça va être une guerre, ça je le sens bien. Donc c'est le retour de Jorik. Ouais. Quoi d'autre? Après, il y a le 22 janvier, Hexagone MMA. Mathieu et Romain, D'accord. pareil. Ça va être au Zénith. Ça va être un beau show, il y a une bonne carte. Ça, c'est le quoi, ça? Hexagone. Le Hexagone 31? MMA. Non, le 30 c'est Octagone MMA. Ouais. Et le 22 janvier c'est Hexagone MMA au Zénith. Au Zénith, Porte de la à Paris. Villette. Hein. Ouais, Paris. Pas loupé. Donc Romain Desbiennes. Romain Desbiennes Et et Mathieu Mathieu Leto. Leto Duclos. Ouais. Après, ce qui s'enchaîne, il va y avoir un. Voilà, ça s'appelle Explosion 10. Ça va être à 3, le 28. 28 où, janvier. Ouais, 28 janvier, où j'ai fait le matchmaking avec l'aide de partenaires. Attention les gars, ça rigole pas là. Bon, attention, j'ai passé à un autre niveau. Là. Ah ouais, j'ai vu ça. Ouais. Où il y a le Brésilien, là, comment il s'appelle Emerson. Emerson, qui combat un lutteur de chez Guillaume Pelletier. Ah, il combat un lutteur, d'accord. Ouais, le mec solide. Ouais. Et après, il y a quoi? Il y a comment ça s'appelle, Benoît Saint-Denis, 18 février à Las Vegas. Ah, hein. 18 février à Las Vegas. Ouais. Et d'ailleurs, on Ouais, part c'est ça. en Bulgarie aussi. On part en Bulgarie du 4 au 13 ou au 14, pour une faire un dizaine camp de jours. d'entraînement, hein, c'est ça, Ouais, pour ouais. qu'en plus, il va s'entraîner avec un lutteur là-bas, un prof de lutte qui est très fort, bulgare, un mec qui a fait les Jeux Olympiques et tout, qui est très solide. Tu vois, il avait déjà fait un peu avec lui pendant son dernier camp, il avait kiffé. Donc on va pas faire que ça, mais et puis il y a pas mal de sparring, des bons. Il y a des profils qui ressemblent au gars qu'il va prendre là-bas, beaucoup. Ah, Ouais, c'est lutteur très explosif, tu vois, avec un bon sol. Donc on va passer une dizaine de jours là-bas. Voilà quoi, tranquille. Hein. On va finir là-dessus. On n'a pas parlé du combat donc de Michael Lebou contre Karl Amoussou. Est-ce que vous avez vu le combat déjà? Non. La Restis. Moi je l'ai vu moi. Ouais, tu l'as vu? Moi, j'ai Moi, vu j'ai le combat. pas vu le combat. Tu n'as pas vu le combat? Non. Ouais.
Ouais, moi j'ai vu, franchement c'était un beau combat. Ouais. Comment il s'appelle, Michael a dominé surtout dans le dernier. Parce que ouais, particularité, donc Lebou aussi bien qu'Amoussou venait de temps en temps, surtout Lebou quand même plus. Oui, parce que Karl il habite en Suisse, ouais. donc c'est plus compliqué. Karl, de temps en temps, il vient s'entraîner avec nous. Ouais. Comme il habite à Genève, c'est plus compliqué. Alors que Michael, il vient une fois par semaine, il habite à Vitry. Donc il vient souvent tourner. Ah ouais. Mais bon, si je ne suis pas son entraîneur, je n'entraîne pas. Hein. C'est-à-dire qu'il tourne avec les gars. Quoi, hein. Donc ouais, dans ce combat, c'était un bon combat, un combat très attendu. D'ailleurs, c'était le meilleur combat de la soirée. Hein. Moi, j'ai bien kiffé le combat. C'était bien une bonne opposition. Ouais, franchement. Karl prend le premier. Et après, Michael prend le deuxième. Sur un double leg, il l'amène au sol. Exactement. Sur le troisième, il finit un peu plus fort. Il le touche un peu plus. Mais c'était une belle opposition. Hein. 2 gars expérimentés. Respect, parce que c'est des grands noms du MMA. Hein. Karl a combattu dans les meilleures organisations du monde. Michael aussi. Karl a gagné le tournoi. Ouais, il a gagné le tournoi. Du Bellator, franchement, respect. Hein. Respect pour les deux. Ça fait plaisir. Hein. De les voir combattre à ce niveau-là. Belle opposition. J'ai vu, moi, les images d'après-combat et puis les mecs qui sont là, c'est tout ça. Ouais, c'était beau, ça fait plaisir. Non, puis c'est 2 grands noms du MMA français, donc pour rien au monde, on voulait rater ce combat, quoi. Donc non, franchement, pas déçu. Un combat engagé, quoi. Et le MMA français, justement, pensez qu'il y a... Parce que c'est comme si ça démarrait là, on est d'accord, malgré tout le temps, ça démarre aussi bien au niveau amateur. Là, il y a les compétitions qui se mettent, qui ont l'air de bien se mettre en place là. Bah alors moi qui suis toujours fourré à droite à gauche dans les compétitions amateurs de MMA, franchement, les gens ne se rendent pas compte. Alors là, il va y avoir un petit passage à vide parce que je pense que c'est tellement neuf que le temps que les amateurs deviennent pros, le grand public ne se rend pas compte des amateurs qu'on a, en fait. Et donc, là, on est sur un réservoir de pros vieillissants et de nouveaux pros qui n'ont pas encore beaucoup d'expérience. Il y a une transition. Il y a une transition. Oui, c'est la vague. Ouais, c'est vrai. Mais les gens, quand ils vont voir la vague d'amateurs qui arrive, là, c'est hallucinant. J'ai vu des combats amateurs qui avaient largement le niveau pro, voire très bonne. Déjà un excellent niveau. On avait vu ça en Bulgarie. Hein. Je suis d'accord. En Bulgarie, il y avait 2-3 combats. Oui, c'est vrai. Donc il y a des amateurs français là que personne ne connaît, qui sont encore en train de faire leurs armes à droite à gauche, qui ont un énorme potentiel, qui ont vraiment un gros niveau, qui sont complets et qui offrent déjà en amateur des combats avec un niveau technique largement suffisant pour être des professionnels et qui, je pense, s'ils ne déconnent pas trop, vont atterrir au plus haut niveau. Et ça fait très longtemps que je le dis, ça, mais j'en suis... Enfin, ça réconforte ce que je pensais depuis très longtemps, c'est qu'à un moment donné, la France va être une des meilleures nations au monde en MMA, tu vois. Déjà en football. Ouais. Non, mais je pense qu'on va être. Tu regardes, on va être dans le top 4. Après, on va pas avoir beaucoup de transition de footballeurs vers le MMA, je pense. Ouais, je pense qu'on va être dans les 4 meilleures nations dans le monde en MMA parce qu'il y a un décalage entre le niveau qui arrive et le niveau qu'on voit en ce moment dans les plus grosses organisations françaises. Et à part de rares exceptions de jeunes prodiges dont on entend parler en ce moment, notamment je pense à Baki ou des jeunes comme ça qui sont vraiment tout jeunes. Mais les amateurs là qui arrivent, c'est du n'importe quoi. Là. Il y a des niveaux qui sont hallucinants. Bah oui, non, je suis d'accord. Il y a un sacré vivier, il y a beaucoup de combattants quand même en France. Hein. Tu regardes quand même, ça va être solide à la fois physiquement, techniquement et tout mentalement ça. Et tout. Et puis c'est les jeunes qui ont commencé tout de suite par ça. C'est pas... Ma génération, on était tous des combattants de grappling ou de pied-point qui arrivaient au MMA. Là, ils commencent directement par le MMA, donc ils grillent des étapes, on va dire. Quoi qu'on en dise, même s'ils ne viennent pas d'un sport, parce qu'avant, on pensait qu'il fallait absolument venir d'un sport de combat ou d'un art martial avant de commencer. Voilà. Ce qui s'est avéré pas forcément vrai parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui commencent par le MMA et qui ont un niveau en MMA tout de suite hallucinant.
Je pense que c'est vers ça qu'on va, cette tendance-là, c'est-à-dire les mecs qui commencent déjà par le MMA et performent. Et les coachs vont pouvoir enfin se former parce que le plus gros déficit, je pense, qu'on va avoir, ou même qu'on voit déjà là, c'est que les coachs, tu vois, par rapport à ce vivier de combattants, les coachs ne sont pas suffisants. Je pense que voilà. C'est vrai il y a que des trous. de MMA, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Il y a des trous, il y a des trous sur le territoire français. On est toujours en train de me dire, c'est quand que tu ouvres une snake team à je sais pas où, parce que et tu regardes dans le répertoire, il n'y a rien dans les alentours, tu vois. Là, il n'y a pas grand-chose. Et donc il y a des régions entières en France où il y a 2-3 clubs de MMA, et quand tu regardes les coachs qui donnent les cours, c'est un mec qui vient du judo et qui a fait que du judo, un mec qui vient de la boxe thaï et qui a fait que de la boxe thaï. Il n'y a pas vraiment de coach MMA à proprement parler dans la majorité du territoire français, quoi. Ouais, puis tout est concentré sur Paris, la région parisienne. Paris, et puis 2-3 clubs dans le sud, et puis c'est tout. C'est vrai que c'est pas… C'est vrai que ça va se développer maintenant en fait, avec l'amateurisme effectivement, avec les petites compétitions pro, tu vois, qui vont fleurir un peu partout. Oui, parce qu'il n'y a que le temps pour l'expérience. Il faut qu'ils fassent leurs armes, les gars. Donc les jeunes amateurs là, ils vont commencer à prendre de l'expérience déjà en amateur. Quand ils vont devenir pros, ils auront déjà au moins une dizaine de combats amateurs, ce que nous on n'avait pas. Donc ils vont avoir ce que les étrangers avaient. Voilà, exactement. Une base, un socle solide sur lequel bâtir une carrière professionnelle. Et là, on va exploser. Il faut nous donner 2-3 ans et ils vont voir que les Français… Une fois que la France sera sur un pied d'égalité avec le reste du monde, effectivement, là, ça va être intéressant. Exactement. Et je pense qu'on a sorti dans le passé des exceptions de combattants à MMA qui sortaient et qui arrivaient à performer à très haut niveau. Mais que ça ne va plus être des exceptions dans un futur proche. Oui, parce qu'en fait, c'est le volume. Quand tu regardes par exemple l'UFC, c'est un show américain. Je disais, il y avait beaucoup de combattants américains qui étaient champions. Ouais, mais mon ami, les 3/4 des combattants sont américains. Donc c'est dans le volume, c'est sûr qu'il y a plus de champions. C'est mathématique. Tous les gamins, tu as des millions de gamins qui font de la lutte. Exactement. Et Brésil, pareil, ils ont une centaine. Bon, le Brésil, c'est des fous du MMA. Il y a énormément de combattants brésiliens. Mais tu regardes, ils ont quoi, une centaine de combattants. C'est pareil, dans le volume qu'ils ont, tu as vu la taille du Brésil. C'est obligé qu'ils te sortent des produits. La France, ça reste quand même encore petit. Le MMA, c'est neuf, mais même comme ça, on arrive quand même à avoir des gars solides. Brésil, beaucoup de féminines. Par contre, au Brésil, ils sortent beaucoup de féminines. Parce qu'ils kiffent déjà, ils aiment le MMA et au Brésil, le Muay Thai, c'est énormément de féminines qui font du Muay Thai. Tu vas dans les… C'est un gros sujet, ça. Le MMA féminin. On en parlera la prochaine fois parce que là, il y a à dire. Je pense que ça peut être… tu regardes dans les académies brésiliennes de Muay Thai, tu vois énormément de féminines. C'est incroyable, ils kiffent le pied-pont. Est-ce qu'il y a vraiment un MMA féminin, quoi? Est-ce que Cyborg… En France? Non, partout. Est-ce que tu vois, quand même, tu as des… c'est pas évident. Tu as des gabarits maintenant, je ne sais pas si tu avais vu. C'était quoi, au PFL? Non, mais c'est des hommes, c'est des femmes hommes en fait. Non, c'est des femmes. Gabi Garcia, tu te rappelles de Gabi Garcia? Qui existe toujours d'ailleurs, qui combat toujours d'ailleurs. Elle était venue, moi je te dis, elle venait s'entraîner à la gym d'Anderson. Je lui ai fait une leçon une fois. Je te dis pas, elle est la même taille que toi. Et mon fils, je me rappelle, ça l'a marqué, mon fils le plus grand. Parce que j'avais les clés de la voiture, il est venu chercher les clés, et donc il est venu me voir. Il est rentré dans la salle d'Anderson, il m'a dit, papa, tu peux me donner les clés? Et je lui ai dit, dis bonjour à Gabi, tu vois. Il a serré la main, tu vois. Après, il l'a dit à sa mère, il a dit, maman, j'ai vu une femme, c'est pas normal. Il m'a fait mal à la main. Moi, je l'ai vu. Gigantesque. J'étais au Japon, pareil, les combattants de l'équipe s'en souviennent très bien d'ailleurs. C'est une anecdote qui revient souvent. Donc j'étais au Japon avec peut-être 3 ou 4 mecs de la Snake Team. On sort de l'ascenseur pour le Resin. On sort de l'ascenseur, la porte qui s'ouvre et tout, et on voit une espèce de… Tu vois, Godzilla, elle est énorme. Un truc qui passe comme ça, déjà qui était à la hauteur de mes yeux à moi. Mais c'est un truc incroyable. Et genre, mais 2 fois plus épais. Elle était pesée à 107 kilos. Non, elle est énorme. Et donc, elle était en t-shirt, elle avait des bras, c'était n'importe quoi. Cyborg, je l'avais croisé à l'ADCC.
Elle avait été invitée, elle avait fini 3e d'ailleurs à la DCC en grappling. Et c'était une des dernières fois, je pense, où elle était elle ressemblait à peu près à une femme encore. D'accord. Après, tu as eu la transformation physique. Ouais, mais Et Gabi, déjà, c'est encore autre chose. Elle avait cassé Faut la dire, gueule de. Quoi tu vois la cyborg, c'est vrai qu'elle est incroyable. Ouais. Mais tu vois la Gabi, mon ami. Oui, c'est mais le- alors, c'est tu encore un t'embrouilles pas level, avec elle dans la rue. level de ouf. surnaturel. Hein aussi. Non, Ouais, mais ouais. c'est un truc, c'est surnaturel. Non, ouais. Moi, je lui tenais les paos, je te jure, c'était Ouais. pas très technique. Ça arrivait, c'était lent. Mais quand tu sens la puissance du truc, tu dis, Non, attends, mais c'est elle quoi fait ce truc-là? 107 kilos de stéroïdes à un moment Ah ouais, donné. non. Si elle tape pas fort, si elle n'est pas Et puissante. je me rappelle, il y en avait un, je dirais pas son nom, mais, Ah non, mais il faut le dire. il avait un délire. Il voulait se taper un délire. On va pas aller dans les. Hein Bah, vas-y, ou alors on tease Non, pour, je vais pas le dénoncer. pour le prochain épisode, non, Bah, Donc vous c'est saurez. c'est quelqu'un prochain. qu'on connaît alors. Oh oui, tu le connais bien. Hein. Ah, moi je veux savoir Ah ouais. du coup. Tu Hein me diras en off. Voilà, bon, ça Bah, commence prochain par podcast. N. C'est tout ce que je peux te dire, ça Quoi commence par N. 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 Ouais. N. Ah bah. Ok. Bon, Allez-y là sous la vidéo, hein, mettez les commentaires là. Non, Ça mais commence bon, par un après, N. tu vois, chacun fait ce qu'il veut dans la vie. hein. Ouais, Et- chacun fait ce qu'il Mais veut. franchement, elle était, Oui. oh non, elle était, putain, elle était Elle est costaud, impressionnante. Hein. hein. Elle était impressionnante. Et Ouais. tu sais qu'elle était grosse quand elle était jeune. Hein. Tu sais, quand tu vois les combats de. Oui, les j'ai vu combats des photos d'elle quand de elle était jiu-jitsu, petite, elle ouais. était très Il y a grosse, vachement elle. ça chez les combattantes, hein, beaucoup d'anciennes, Obèse. pas obèses ou quasiment Gina Ouais. Carano, t'as, Ah oui, oui. Ah ouais ah, je savais l'autre pas ça. Ronda Rousey. Ouais, elle était grosse aussi. Ouais. Ouais, ouais, Enfin, grosse, c'est ça. on va Il y en a dire beaucoup qui- épaisse quoi. Ouais, Ouais. oui. Bah, Khalid Rountree, hein, je sais pas si tu as vu, il faisait 200 kilos. Ouais. Qui Khalid Rountree, tu vois qui c'est? Ah oui, ça me dit quelque chose. vois ça. pas. Il avait fait qui une c'est. dépression, tu as 220 kilos, un truc comme ça. Ouais. Non, mais vraiment, tu sais, comme les gros, tu sais, qui peuvent Ouais, pas les sortir. obèses, ouais, morbides. Ils fassent- morbides, ouais. Voilà, ouais. On va finir là-dessus. Merci Cyril. Merci à Daniel. toi. Merci. Plaisir. Sorti ma meilleure chemise pour toi. tu Voilà. vois, j'en ai qu'une. Bah, je vois ça. Oui, c'est pas la même à chaque fois d'ailleurs. Bah ouais, ça, non, en fait, j'en ai falloir- plusieurs pareils. C'est quoi J'en ai plusieurs de la même Ah, couleur. de ouais, la même ouais, taille. c'est ce que tu dis, ouais, c'est ça. Ouais, 3 ou 4. c'est la seule. Ouais, c'est C'est la seule. à vue de Celle-là, nez, à vue de nez, c'est la seule. Celle-là, elle a servi pour les 28 ans de mariage. Ouais. Là, elle sert pour le podcast. Ouais. Et là, je vais manger avec ma Noël mère aussi, samedi. Noël. Hein Noël aussi, elle va ça. Ouais, Noël, ouais. Bah oui, bah, de toute façon, c'est Multi-usage. multi-usage. Bon, on fera un budget si on fait des podcasts réguliers comme ça Ah, ensemble. là, tu me parles. On fera un budget chemise peut-être, je pense. Tu fais comment ça s'appelle une cagnotte. Tu fais une Hein cagnotte. Ouais, demande un Ah oui. litchi. Un litchi. Voilà, tu fais Un litchi pour. Bon, on va ouvrir un litchi. On a hein. marre de bientôt, mettre des on ouvre- francs de ouais. boxe, des trucs de. Non, moi, j'en peux plus. tu sais. Et puis, tu Ouais. peux être beau gosse naturellement. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Naturel. Ça revient au galop avec. Ouais. Ouais. Il y a un doute. T'as pas besoin de te saper, machin. Moi, ma femme, elle est même comme je suis. Voilà. Avec un corps d'Apollon. On va dire bien. Tu vois Bien, ouais, bien, ouais. Ouais, bien. C'est tout ce qu'on va Bon, dire. allez, vas-y, bien. Vas-y, c'est bon. Bon, faut se dire adieu à un moment ou à un autre. Adieu à tous. Enfin, à très bientôt À plutôt. bientôt, ouais. Allez, ciao, bye. Abonne-toi, Gongon, t'a dit!